Ce soir-là, mon fils m'a dit que je l'embarrassais, devant ses invités, devant sa belle famille, devant l'homme qu'il voulait impressionner. Et moi, j'ai souri. Parce que parfois, le silence est la seule arme qui reste à une mère. Je m'appelle Axel Grimaud. J'ai 60 ans. Et ce que je vais vous raconter, je l'ai vécu il y a 3 mois. Mais l'histoire, elle, a commencé bien avant, des années avant, dans les petits silences, les regards détournés, les phrases qui blessent et qu'on finit par accepter comme normales. Mon fils s'appelle Arsène. Il a 34 ans, marié, ambitieux, brillant, dit-on. Il travaille dans une grande entreprise de technologie à Paris. Un poste important, des costumes sur mesure, des déjeuners d'affaires, une vie que j'ai contribué à bâtir, pierre par pierre, sans qu'il ne le sache vraiment. Ce soir-là, il avait organisé un dîner élégant, pour célébrer sa promotion, directeur régional. Il était fier, et il voulait que tout soit parfait. La table avait été dressée avec soin, porcelaine fine, verres en cristal, bougies, des fleurs blanches au centre. Tout était impeccable, comme toujours dans la maison d'Arsène. J'étais arrivé en avance, comme une mère le fait, pour aider, pour être là. Mais quand je suis entré dans le salon, mon fils m'a regardé d'une manière que je n'oublierai jamais. Il s'est approché, calmement, presque tendrement. Et il a dit « Maman, je préfère que tu ne descendes pas ce soir. » J'ai cligné des yeux. Je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu. « Comment ?» Il a baissé la voix. Comme on fait quand on veut cacher quelque chose de honteux. Les invités vont arriver, mon directeur sera là. C'est un dîner important. Je préfère que tu restes en haut, dans ta chambre, s'il te plaît. J'ai senti quelque chose se briser en moi, doucement, comme une branche qui cède sous le poids de la neige. Arsène. Je suis ta mère. Il a détourné le regard. Je sais, mais tu ne comprends pas ce monde, maman. Tu ne sais pas comment parler avec ces gens. Tu vas dire quelque chose d'embarrassant, embarrassant. Ce mot qui résonne encore. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais porté, nourri, élevé seul après la mort de son père, cet homme à qui j'avais tout donné, et il avait honte de moi. Et qui sera à ma place ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Il a hésité. Puis il a dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, ma belle-mère, elle comprend ce milieu, elle saura quoi dire, sa belle-mère, Madeleine, une femme élégante, cultivée, charmante, tout ce qu'Arsène pensait que je n'étais pas. Je me suis souvenu de l'alliança que je portais à mon doigt, celle de mon mari, celle que je n'avais jamais retirée, même après sa mort. Elle brillait faiblement à la lumière des bougies. Et j'ai pensé, mon fils me remplace, à la table de sa propre célébration. Mais je n'ai rien dit. J'ai souri, un sourire calme, presque serein. D'accord, Arsène. Il a paru surpris, soulagé peut-être. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Il m'a embrassé sur la joue, vite, comme on fait par politesse. Et je suis montée, dans la chambre d'amis, celle qu'il m'avait réservée, petite, discrète, loin des regards. Je me suis assise sur le lit. J'ai entendu les voix en bas, les rires, les verres qui tintaient. Et j'ai touché mon alliance. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Mais ce soir-là, j'ai pris une décision. Une décision que j'avais repoussée pendant des années. Parce qu'il y avait quelque chose qu'Arsène ne savait pas. Quelque chose que personne, à cette table, ne savait. Et quand ils se sont tous assis pour le dîner, quand Madeleine a pris ma place avec un sourire satisfait, j'ai descendu les escaliers, lentement, élégamment, avec quelqu'un à mon bras, quelqu'un qu'Arsène n'attendait pas. Et ce que j'ai fait ce soir-là a changé tout. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut que je vous ramène en arrière, bien avant ce dîner, bien avant cette humiliation. Il faut que je vous parle de l'homme que j'aimais, de la vie que nous avions construite, et de la promesse que je lui ai faite la nuit où il est mort. Je suis née à Lyon, dans une famille modeste. Mon père était comptable, ma mère institutrice. Nous vivions dans un petit appartement près de la Saône. Pas beaucoup d'argent, mais beaucoup d'amour, beaucoup de livres, beaucoup de discussions le soir autour de la table. C'est là que j'ai appris à écouter, à observer, à comprendre les gens. J'avais 23 ans quand j'ai rencontré Laurent Grimaud, un homme discret, intelligent, visionnaire, disaient ceux qui le connaissaient. Il travaillait dans l'informatique, à une époque où personne ne savait vraiment ce que cela voulait dire. Il parlait de réseau, de connexion, de futur. Et moi, je l'écoutais, fasciné.
Il n'était pas riche, pas encore, mais il avait quelque chose dans les yeux, une certitude, une foi tranquille dans ce qu'il construisait. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, une petite cérémonie, nos familles, quelques amis, une alliance simple en or blanc, celle que je porte encore aujourd'hui. Laurent m'a glissé cette bague au doigt et il a dit « Axel, je te promets que tu ne manqueras jamais de rien, ni toi, ni nos enfants. » Et il a tenu parole. Les premières années ont été difficiles. Laurent travaillait jour et nuit. Il créait des logiciels, des systèmes. Il avait fondé une petite entreprise avec 2 associés. Ils opéraient depuis un garage à Villeurbanne. Pas de salaire fixe. Juste l'espoir que tout cela déboucherait sur quelque chose. Moi, je travaillais comme secrétaire dans une école. Je rentrais le soir, je préparais le dîner. Laurent arrivait tard, les yeux fatigués mais brillants d'excitation. « Ça va marcher, Axel. Je le sens. Encore 1 an, peut-être 2. Et tout va changer. » Et un jour, tout a changé. Un grand groupe parisien a racheté leur technologie. Un contrat énorme. Des millions d'euros. Du jour au lendemain, Laurent est devenu actionnaire minoritaire d'une entreprise qui explosait. Il a investi intelligemment. Il a diversifié. Il a acheté des parts dans d'autres sociétés technologiques émergentes. Il ne le criait pas sur les toits. Il restait le même homme. Modeste, réfléchi, discret. Nous avons déménagé à Paris. Un bel appartement dans le 16e arrondissement. Parquet en chêne massif. Haut plafond. Balcon avec vue sur les toits. J'ai arrêté de travailler. Laurent voulait que je profite, que je me repose, que je vive, enfin. Mais moi, je voulais un enfant. Et à 32 ans, Arsène est né. Je me souviens de ce matin-là. Le ciel était gris. Une pluie fine tombait sur Paris. Laurent conduisait trop vite vers la clinique. Il était nerveux, heureux, terrifié. Quand l'infirmière a déposé Arsène dans mes bras, j'ai pleuré. Laurent aussi. Il a pris ma main. Il a touché mon alliance. Merci, Axel. Merci de me donner ça. Ce jour-là, nous avons juré de tout faire pour cet enfant, de lui donner tout ce que nous n'avions pas eu. Éducation, sécurité, liberté. Et nous l'avons fait. Arsène a grandi dans le confort. École privée, cours de piano, cours d'anglais, voyages en famille. Nous passions tous les étés dans notre maison de Provence, une bastide entourée de lavandes. Arsène courait dans les champs. Laurent lisait sous un olivier. Et moi, je les regardais, heureuse. Le soir, nous dînions sur la terrasse. Le soleil déclinait sur les collines. Laurent ouvrait une bouteille de vin. Arsène racontait ses journées avec cette passion enfantine qui fait sourire les parents. « Maman, tu sais, demain je vais construire une cabane. Papa m'a dit qu'il m'aiderait. »« Bien sûr, mon chéri. Ton père construit tout ce qu'il touche. » Et Laurent riait. Il ébouriffait les cheveux d'Arsène. Il me regardait avec cette tendresse qui disait « Nous avons réussi. Nous avons créé quelque chose de beau. » Mais la vie ne nous laisse jamais profiter trop longtemps. Arsène avait 14 ans quand Laurent est tombé malade. Un cancer, agressif, silencieux. Il s'était installé sans prévenir, comme un voleur dans la nuit. Les médecins ont essayé. Chimiothérapie, radiothérapie, opération. Mais rien n'y faisait. Laurent maigrissait. Il perdait ses cheveux. Il perdait ses forces. Mais il ne perdait pas son calme. Un soir, à l'hôpital, il m'a appelé près de son lit. Il m'a tendu une enveloppe. « Axel, il faut qu'on parle de ce qui va se passer après. Ne dis pas ça, Laurent. Tu vas guérir. Tu... » « Non, mon amour, je ne vais pas guérir. » Il a pris ma main. Il a touché mon alliance, comme il le faisait toujours quand il voulait me rassurer. J'ai tout organisé. Tout est dans cette enveloppe. Les comptes, les investissements, les actions, les sociétés. Tout te revient. Légalement, proprement. Laurent, écoute-moi. Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu es plus intelligente que moi. Et tu vas protéger notre fils. Tu vas veiller sur lui. Mais ne lui donne pas tout d'un coup. Ne lui facilite pas tout. Laisse-le devenir un homme. Laisse-le échouer. Laisse-le apprendre. J'ai pleuré. Il a essuyé mes larmes. Promets-moi, Axel. Promets-moi que tu ne laisseras personne te diminuer. Ni notre fils, ni qui que ce soit. Tu vaux bien plus que ce que tu crois. Je te le promets. Il est mort 3 semaines plus tard, dans son sommeil, paisiblement. Comme il avait vécu, j'ai tenu ma promesse. Après sa mort, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai découvert l'ampleur de ce que Laurent avait construit. Des participations dans 12 entreprises technologiques, des actions, des parts majoritaires dans certaines, minoritaires dans d'autres. Un patrimoine colossal, soigneusement caché, discrètement géré par des avocats et des conseillers financiers de confiance.
Laurent n'avait jamais voulu paraître. Il ne voulait pas qu'on nous regarde différemment. Il voulait juste nous protéger. Et maintenant, tout cela m'appartenait. J'ai engagé les meilleurs gestionnaires. J'ai appris, j'ai étudié, j'ai assisté aux réunions, discrètement, sans jamais me mettre en avant. J'ai continué ce que Laurent avait commencé, et parmi toutes ces entreprises, il y en avait une société de conseil en ingénierie informatique, une PME prometteuse qui grandissait vite. Elle s'appelait Synapse Solutions, et j'en étais l'actionnaire majoritaire. Arsène ne savait rien de tout ça. Je ne lui avais jamais dit, pas par méchanceté, mais parce que Laurent me l'avait demandé. Laisse-le devenir un homme. Arsène avait fait ses études, brillamment. HEC, un master en gestion. Il avait trouvé du travail seul, dans une entreprise où, disait-il, il allait faire ses preuves. Cette entreprise, c'était Synapse Solutions. Le destin, parfois, a un sens de l'humour cruel. Je me suis installé dans une vie plus simple, un appartement plus petit. Boulevard Raspail, confortable, mais sans ostentation. Je voyais Arsène de temps en temps. Déjeuner, appel téléphonique, puis il a rencontré Claire, une femme charmante, jolie, intelligente, issue d'une famille aisée. Son père était médecin, sa mère avocate, et surtout, il y avait Madeleine, la mère de Claire, une femme élégante, cultivée, raffinée, tout ce qu'une belle-mère de la haute bourgeoisie parisienne devait être. Elle organisait des dîners. Elle parlait d'art, de littérature, de politique. Elle savait recevoir. Et Arsène était fasciné. Petit à petit, j'ai senti le changement. Les appels se sont espacés. Les déjeuners sont devenus rares. Quand je venais chez lui, je sentais une gêne, comme si ma présence dérangeait. Un jour, Claire m'a dit, avec un sourire poli, « Axel, vous devriez vous habiller un peu plus moderne. Arsène aime que les choses soient élégantes. » J'ai souri. J'ai dit, « Bien sûr, mais j'ai compris. Je n'étais plus assez bien, pas assez raffinée, pas assez cultivée, pas assez parisienne. Et Madeleine, elle, était tout cela. Elle a commencé à prendre ma place. Aux anniversaires, aux fêtes de famille, aux dîners importants. Toujours là, toujours parfaite. Et moi, je suis devenue invisible. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Mais ce soir-là, le soir du dîner, j'ai décidé que ça suffisait. Parce que Arsène ne savait pas quelque chose. Il ne savait pas que sa promotion, cette promotion dont il était si fier, n'était pas un hasard. Il ne savait pas que son directeur, Monsieur Leroy, celui qu'il voulait tant impressionner, était mon employé. Il ne savait pas que Synapse Solutions m'appartenait. Et il ne savait pas que j'avais demandé, moi-même, qu'on lui donne cette promotion. Pas par favoritisme, mais parce qu'il la méritait. Et parce que je voulais qu'il réussisse par son propre mérite, même s'il ne le savait jamais. Mais maintenant, il allait savoir. Parce que quand il m'a dit de rester en haut, quand il a mis Madeleine à ma place, il a franchi une ligne. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à Monsieur Leroy. « Bonsoir Jacques, je serai présente ce soir finalement. Passez me chercher à 20h. » La réponse est arrivée 2 minutes plus tard. « Bien sûr, Madame Grimaud, ce sera un honneur. » J'ai ouvert mon armoire. J'ai sorti une robe, bleu nuit, simple, élégante, celle que Laurent aimait. Je me suis maquillée, j'ai coiffé mes cheveux, j'ai mis mes perles, celles que Laurent m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage. Et j'ai regardé mon alliance, cette alliance qui avait traversé tout, l'amour, la maladie, la mort, la solitude. Je l'ai fait tourner doucement autour de mon doigt et j'ai murmuré « Laurent, je crois que ce soir, je vais tenir ma promesse. » Il y a des moments dans la vie où tout bascule, pas brutalement, pas comme un accident. Non, plutôt comme une fissure, fine, presque invisible, mais qui grandit, jour après jour, jusqu'à ce que tout s'effondre. Pour moi, cette fissure est apparue 3 ans après le mariage d'Arsène. Un dimanche après-midi, en novembre, le ciel était bas, gris, lourd de pluie. Arsène m'avait invité à déjeuner, chez lui, dans son appartement du Marais. Un bel espace, moderne, lumineux. Avec ses grandes fenêtres qui donnent sur une cour intérieure pavée, Claire avait préparé un rôti, des légumes de saison, une tarte aux pommes. Tout était délicieux. Comme toujours, Madeleine était là, évidemment. Elle était arrivée avant moi, installée au salon, un verre de champagne à la main. Elle portait une robe en cachemire beige, des escarpins Louboutin, un foulard Hermès noué avec cette désinvolture étudiée que seules les femmes de son milieu maîtrisent parfaitement. Quand je suis entrée,
Elle m'a embrassée. 2 bises, rapides, polies. Axel, comme c'est gentil d'être venu, comme si c'était elle qui recevait. J'ai souri. J'ai dit « Bonjour, Madeleine ». Arsène est sorti de la cuisine. Il m'a embrassé distraitement. Il était au téléphone. Un appel professionnel apparemment. Il a fait un geste pour dire « Excuse-moi, une seconde ». Je me suis assise, seule, pendant qu'il parlait, pendant que Madeleine et Claire riaient au salon. Elle parlait d'une exposition, d'un vernissage, de gens que je ne connaissais pas. Je les écoutais de loin, comme une invitée de second rang. Quand Arsène a raccroché, nous sommes passés à table. C'est là que tout a commencé. Le repas avait commencé calmement. On parlait de tout et de rien. Le temps, les vacances de Noël, un projet de rénovation dans l'appartement. Puis Madeleine a dit, en coupant délicatement sa viande, « Arsène, tu devrais vraiment envisager de déménager. Le Marais, c'est charmant, mais avec ta promotion qui arrive, tu auras besoin d'un espace plus représentatif. » Arsène a levé les yeux. « Quelle promotion ?» Madeleine a souri. Ce sourire mystérieux des gens qui en savent plus qu'ils ne devraient. « Voyons, mon cher, Jacques Leroy n'est pas discret. Il a laissé entendre lors d'un dîner que tu étais sur la liste courte pour le poste de directeur régional. » Arsène a rougi légèrement. De fierté, de surprise. « Vraiment ? Il a dit ça ? Évidemment. Tu sais que Jacques et mon mari jouent au golf ensemble. Ils parlent. Et ils pensent énormément de bien de toi. » Claire a posé sa main sur celle d'Arsène. « Chérie, c'est merveilleux. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? » « Parce que ce n'est pas encore officiel. Je ne voulais pas. »« Mais c'est fantastique, » a coupé Madeleine. « Tu le mérites tellement. Avec ton travail, ton sérieux, ta vision stratégique. » Elle parlait comme si c'était elle qui l'avait formée. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai attendu. Personne ne m'avait regardé. Puis, doucement, j'ai dit « C'est une belle nouvelle, Arsène. Je suis fière de toi. » Il a hoché la tête, vaguement. « Merci, maman. » Et il s'est retourné vers Madeleine. « Vous croyez vraiment que c'est imminent ? J'en suis certaine. D'ailleurs, si tu veux, je peux organiser un dîner. Quelque chose de discret, mais élégant, pour que tu puisses rencontrer Jacques dans un cadre plus informel. Ça pourrait... Ce serait parfait, a coupé Claire. « Maman, tu es adorable. » Madeleine a souri, satisfaite. « C'est normal, ma chérie. Arsène fait partie de la famille maintenant. Et dans notre famille, on s'entraide. Notre famille. » Ce mot. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. J'ai regardé Arsène. Il souriait, reconnaissant, admiratif. Et moi, j'étais transparente. Après le déjeuner, nous sommes passés au salon pour le café. Madeleine s'est installée dans le fauteuil près de la fenêtre. Le meilleur, celui où la lumière tombe parfaitement. Claire a servi le café. Arsène a allumé la télévision. Un documentaire sur l'architecture moderne. J'étais assise sur le canapé. Un peu à l'écart, Madeleine a commencé à raconter une anecdote. Un voyage en Italie, une villa en Toscane, des vignobles, des dîners sous les étoiles. Arsène écoutait, fasciné. « Vous devriez venir avec nous l'été prochain, » a dit Madeleine. « Nous louons toujours la même villa, 4 chambres. Une piscine à débordement. C'est absolument divin. »« On adorait, » a dit Claire. « Et toi, Axel ?» a demandé Madeleine, en se tournant vers moi avec un sourire poli. « Tu as déjà été en Toscane ? » ?»« Oui, plusieurs fois. Avec mon mari. »« Ah, c'est vrai. Laurent, c'est ça ? » ?»« Oui. Il travaillait dans quoi déjà ? » ?»« L'informatique. »« Ah oui, c'est vrai. Claire m'avait dit. Un secteur technique. » Elle avait dit ça avec une légère condescendance, comme si l'informatique était quelque chose de banal, de prosaïque. J'ai souri. Je n'ai rien dit. Arsène n'a rien dit non plus. Puis Madeleine a ajouté, en prenant une gorgée de café, « En tout cas, Arsène, tu as bien réussi. Malgré tout. Avec les moyens que tu avais. Malgré tout. Avec les moyens que tu avais. » Ces mots. J'ai regardé Arsène. Il n'a pas réagi. Il a simplement hoché la tête, comme si c'était vrai. Comme si nous n'avions rien eu. Comme si Laurent n'avait rien construit. Comme si je n'avais rien fait. J'ai posé ma tasse, doucement, pour ne pas la briser. Et j'ai touché mon alliance, discrètement, comme je le faisais toujours quand j'avais besoin de force. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai repensé à cette phrase. Malgré tout, avec les moyens que tu avais. Madeleine ne savait pas. Arsène non plus. Il ne savait pas que Laurent avait bâti un empire, qu'il avait tout prévu, qu'il avait protégé son fils, qu'il m'avait protégé. Il ne savait pas que l'appartement dans lequel Arsène vivait, je l'avais aidé à l'acheter, discrètement, par un virement bancaire qu'il avait cru venir d'une assurance vie. Il ne savait pas que ses études à HEC, c'était moi qui les avais financées, entièrement.
Il ne savait pas que son poste chez Synapse Solutions, ce n'était pas un hasard, que j'avais demandé à Jacques Leroy de regarder son CV, de lui donner sa chance, pas pour qu'il réussisse grâce à moi, mais pour qu'il ait l'opportunité de réussir par lui-même. Et maintenant, il pensait que c'était grâce à Madeleine. Grâce à ses contacts, grâce à son réseau. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai relu les derniers rapports de Synapse Solutions. La société se portait bien. Très bien même. Le chiffre d'affaires avait doublé en 3 ans. Nous avions décroché des contrats internationaux. Nous étions en pleine expansion. Et Arsène était devenu un élément clé de cette expansion. Il était brillant, travailleur, stratégique. Il méritait sa place. Mais il ne savait pas à qui il devait cette chance. J'ai appelé Jacques Leroy. Il a décroché à la 3e sonnerie. Madame Grimaud. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Je voulais vous parler d'Arsène. Bien sûr. Il va très bien, vous savez. C'est un de nos meilleurs éléments. Sérieux, fiable, innovant. Je sais. D'ailleurs, je comptais vous en parler. Je pense qu'il est temps de le promouvoir. Directeur régional. Qu'en pensez-vous? J'ai hésité. Il le mérite? Absolument, sans aucun doute. Alors faites-le. Mais ne lui dites pas que ça vient de moi. Évidemment. Et Jacques, cette promotion, elle arrive quand? Dans 2 mois, je pense. Peut-être 3. Le temps de finaliser les détails administratifs. Parfait. J'ai raccroché. Je me suis levé. Je suis allé sur le balcon. Paris brillait sous la nuit. Les lumières, les rues, les vies qui continuaient. J'ai touché mon alliance. Et j'ai pensé à Laurent. Ne lui donne pas tout d'un coup. Laisse-le devenir un homme. Mais jusqu'où devais-je le laisser aller? Jusqu'où devais-je accepter d'être invisible? Les semaines ont passé. Arsène m'appelait de temps en temps. Toujours pressé. Toujours en réunion. Toujours quelque part entre 2 rendez-vous. Maman, excuse-moi, je ne peux pas te parler longtemps. On se voit bientôt, d'accord? D'accord, mon chéri. Et il raccrochait. Mais il ne me rappelait jamais. Un jour, j'ai vu sur Facebook une photo. Arsène, Claire, Madeleine. Ils étaient dans un restaurant. Un grand dîner. Beaucoup de monde, des verres levés, des sourires. La légende disait « En famille, les gens qui comptent ». Je n'étais pas sur la photo. Je n'avais même pas été invitée. J'ai fermé mon téléphone. J'ai regardé mon alliance. Et pour la première fois depuis la mort de Laurent, j'ai pleuré. Pas de rage, pas de tristesse, mais de solitude. Cette solitude qui vient quand on réalise qu'on a tout donné et qu'on est devenu invisible. Puis, un soir, Arsène m'a appelé. Il était excité, heureux. « Maman, j'ai une grande nouvelle. Quoi donc, mon chéri? Je vais être promu, directeur régional. C'est officiel. Oh, Arsène, c'est merveilleux. Je suis tellement fière de toi. Merci, maman. Et, écoute, je vais organiser un dîner. Pour fêter ça, chez moi, samedi prochain. Tu seras là? Bien sûr, évidemment. Parfait. À samedi alors. » Il a raccroché. Et moi j'ai souri, parce que je savais déjà ce qui allait se passer. Je savais que Madeleine serait là. Je savais qu'elle prendrait toute la place. Je savais qu'Arsène me regarderait avec cette gêne polie qu'on réserve aux parents dont on a un peu honte. Mais cette fois, j'avais décidé de faire quelque chose que Laurent aurait compris, quelque chose qui changerait tout. Le vendredi soir, la veille du dîner, j'ai reçu un appel d'Arsène. Sa voix était différente, gênée, hésitante. « Maman, il faut que je te parle. »« Oui, mon chéri ?» Il a pris une grande inspiration. « Écoute, pour demain soir, le dîner, c'est un dîner important. Mon directeur sera là, Jacques Leroy, et d'autres personnes de l'entreprise. C'est très formel. D'accord. Et je pense que ce serait mieux si tu ne descendais pas. » J'ai fermé les yeux. « Comment? Tu comprends, maman. Ces gens-là, ils viennent d'un certain milieu. Ils ont une certaine façon de parler, de se comporter. Et toi, tu es adorable, mais tu ne connais pas ces codes. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise, ou que tu dises quelque chose qui... » Il n'a pas fini sa phrase, mais il n'avait pas besoin de finir. J'ai compris. « Et qui sera à ma place? Madeleine. Elle connaît bien Jacques. Elle sait comment recevoir, comment parler avec ces gens. Ce sera mieux. Pour tout le monde. Pour tout le monde. » J'ai touché mon alliance, et j'ai souri. Un sourire calme, froid, déterminé. « D'accord, Arsène. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. »« Oh, je comprends. Parfaitement. » Il a raccroché. Et moi, j'ai envoyé un message à Jacques Leroy. « Bonsoir, Jacques. Finalement, je serai présente demain soir. Passez me chercher à 20h. Il y a une chose qu'on ne dit jamais aux mères. On ne leur dit jamais qu'un jour, elles devront accepter de disparaître, de devenir un souvenir, une photo dans un cadre,
une voix au téléphone qu'on écoute distraitement. On ne leur dit jamais qu'elles devront sourire pendant que d'autres prennent leur place, à la table, dans le cœur, dans la vie de ceux qu'elles ont mis au monde. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Pendant 3 ans, j'ai souri, j'ai accepté, j'ai effacé mes pas, j'ai retenu mes mots. Parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Elles se sacrifient, silencieusement, dignement, jusqu'au jour où elles comprennent qu'elles se sont perdues elles-mêmes. Le samedi matin, le jour du dîner, je me suis réveillée tôt. Le soleil entrait doucement par la fenêtre de ma chambre. Une lumière pâle, froide, comme ces matins d'hiver où tout semble suspendu. Je suis restée allongée un moment, les yeux ouverts, fixant le plafond. J'ai pensé à Arsène, à ce qu'il m'avait dit la veille. Tu ne connais pas ces codes. Ce serait mieux si tu ne descendais pas. Madeleine sait comment recevoir. Ces phrases tournèrent dans ma tête, encore et encore. Et à chaque fois, elles me blessaient un peu plus, parce qu'elles n'étaient pas vraies. Je connaissais ces codes. J'avais assisté à des dizaines de dîners d'affaires avec Laurent, des soirées avec des PDG, des investisseurs, des entrepreneurs. J'avais écouté, observé, appris. Je savais comment parler, comment écouter, comment me tenir. Mais Arsène ne le savait pas, parce que je ne lui avais jamais dit, parce que Laurent m'avait demandé de rester discrète, de protéger notre fils en lui laissant construire sa propre vie. Et maintenant, cette discrétion se retournait contre moi. Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine, j'ai préparé un café, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai relu les derniers rapports de Synapse Solutions. La société continuait de croître. Nous avions ouvert 2 nouveaux bureaux, un à Lille, un à Toulouse. Nous avions recruté 50 employés supplémentaires, et Arsène était au cœur de cette expansion. Son département avait décroché 3 contrats majeurs cette année, des clients prestigieux, des projets innovants. Jacques Leroy m'avait envoyé un mail récemment. Madame Grimaud, Arsène est exceptionnel. Il apporte une vision stratégique que nous n'avions pas. Nous avons de la chance de l'avoir. J'avais souri en lisant ce mail, de fierté, d'amour, mais aussi de tristesse, parce qu'Arsène pensait qu'il avait réussi seul. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Il avait travaillé dur. Il avait été brillant. Il méritait sa place. Mais il ne savait pas que cette place, je la lui avais ouverte, que cette chance, je la lui avais donnée. Et maintenant, il avait honte de moi. J'ai refermé mon ordinateur, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé les photos, des vieilles photos, Arsène enfant, Laurent vivant, nous 3 dans la maison de Provence. Arsène riait. Il tenait la main de son père. Il portait un chapeau de paille trop grand pour lui. Laurent me regardait avec ce sourire tendre qu'il avait toujours. Et moi, j'étais heureuse, vraiment heureuse. Quand est-ce que tout avait changé? Quand est-ce qu'Arsène avait commencé à me regarder différemment? Je me suis souvenue du premier signe. C'était 2 ans après son mariage. Nous étions dans un restaurant, un déjeuner. Arsène, Claire et moi. Claire parlait d'un projet, une rénovation dans leur appartement. Ils voulaient refaire la cuisine. On hésite entre du marbre blanc ou du granit noir, disait-elle. Maman pense que le marbre est plus élégant, mais Arsène préfère le granit. Maman? Avais-je demandé. Oui, Madeleine. Elle a un goût incroyable pour la décoration. Elle a refait toute sa maison l'année dernière. C'est magnifique. Ah, j'avais souri. Mais quelque chose s'était serré dans ma poitrine. Puis Arsène avait dit, d'ailleurs, maman, Madeleine organise un dîner la semaine prochaine, pour l'anniversaire de Claire. Tu veux venir? Bien sûr. Par contre, ce sera assez formel. Madeleine reçoit toujours avec un certain style. Alors, peut-être que tu pourrais, je ne sais pas, mettre quelque chose d'un peu plus... Il n'avait pas fini sa phrase, mais j'avais compris. Il voulait que je m'habille mieux, que je paraisse mieux, que je sois à la hauteur. J'avais regardé ma robe, une robe simple, en laine grise, élégante, je pensais. Mais apparemment, ce n'était pas assez. D'accord, Arsène, je ferai attention. Il avait souri, soulagé. Et moi, j'avais souri aussi, parce que c'est ce que je faisais. Je souriais, j'acceptais, je m'adaptais. Le dîner chez Madeleine avait été éprouvant. Tout était parfait, trop parfait. La table était dressée comme dans un magazine. Vaisselle en porcelaine, verres en cristal, fleurs fraîches, bougies. Madeleine portait une robe Chanel, des perles, un chignon impeccable. Moi, j'avais mis ma plus belle robe, une robe bleu marine que Laurent aimait. Simple, élégante. Mais quand j'étais entrée, j'avais vu le regard de Madeleine, un regard rapide, de haut en bas, et j'avais compris que je n'étais pas assez bien. Pendant le dîner, elle avait parlé, beaucoup, de ses voyages, de ses amis,
de ses lectures. Vous avez lu le dernier Houellebecq, Axel? Non, pas encore. Ah, c'est dommage. Il est fascinant. Très controversé, bien sûr, mais brillant. Vous devriez vraiment le lire. Elle disait ça gentiment. Mais avec cette condescendance subtile des gens qui pensent savoir mieux que vous. Arsène écoutait, admiratif. Claire aussi. Et moi, je me taisais. Parce que si j'avais parlé, si j'avais dit que je lisais Houellebecq depuis des années, que j'avais même assisté à une de ses conférences avec Laurent, on m'aurait regardé bizarrement, comme si je prétendais être quelqu'un que je n'étais pas. Alors je me taisais, je souriais, j'acceptais. Après ce dîner, les choses avaient empiré, lentement, presque imperceptiblement. Arsène m'appelait de moins en moins. Quand je l'appelais, il était toujours occupé. « Maman, excuse-moi, je suis en réunion. Je te rappelle. » Mais il ne rappelait jamais. Quand je proposais de venir déjeuner, il disait « Peut-être la semaine prochaine. On a beaucoup de travail en ce moment. » Et la semaine suivante, c'était la même chose. Mais sur Facebook, je voyais les photos. Arsène avec Claire, Arsène avec Madeleine. Des dîners, des sorties, des week-ends. Toujours ensemble, toujours sans moi. Un jour, j'avais osé dire quelque chose. « Arsène, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu me manques. » Il avait ri, gêné. « Maman, on se voit tout le temps. » « Non, mon chéri. La dernière fois, c'était il y a 2 mois. »« Ah bon? Ça passe vite, tu sais. Avec le travail, je comprends. Mais peut-être qu'on pourrait... »« Écoute, maman, je dois y aller. On en reparle, d'accord ?» Et il avait raccroché. J'étais restée là, le téléphone à la main. Et j'avais touché mon alliance, comme toujours, parce que c'était le seul geste qui me reliait encore à quelque chose de solide, à Laurent, à l'amour, à la vérité. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Puis il y avait eu l'épisode de Noël, l'année dernière. Arsène m'avait appelé début décembre. « Maman, pour Noël, on va chez les parents de Claire, en Normandie. Ils ont une grande maison. Toute la famille sera là. »« Ah, d'accord. Mais ne t'inquiète pas, on se verra après. Le 27 ou le 28. »« Le 27 ? Oui. On rentrera de Normandie le 26 au soir. Donc le 27, on peut déjeuner ensemble si tu veux. » J'avais fermé les yeux. Noël, le jour où les familles se rassemblent, le jour où on partage, où on célèbre. Et moi, j'allais le passer seul. « D'accord, Arsène, on se voit le 27. Super. Je t'embrasse, maman. » Il avait raccroché. Et moi, j'étais restée assise dans mon salon, seule, avec un sapin que j'avais décoré. Pour rien, pour moi. J'avais regardé les guirlandes, les boules, les lumières, et j'avais pleuré, pas bruyamment, juste quelques larmes, silencieuses, qui coulaient doucement sur mes joues. Le 25 décembre, j'avais passé la journée à lire, à regarder de vieux films, à penser à Laurent. Le soir, j'avais ouvert une bouteille de vin, celle que nous gardions pour les grandes occasions. J'avais rempli 2 verres, un pour moi, un pour Laurent, et j'avais trinqué. Joyeux Noël, mon amour. Le 27, Arsène était venu déjeuner, seul. Claire était fatiguée, disait-il. Elle préférait rester à la maison. On avait mangé, parlé de choses superficielles, le temps, le travail, les projets. Il était pressé, distrait. Au moment de partir, il m'avait embrassé. « Merci, maman. C'était bien. »« Arsène, tu es sûr que tout va bien ? » ?»« Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu es ailleurs. » Il avait souri. Ce sourire poli qu'on donne aux gens qu'on ne veut pas blesser, mais qu'on ne veut pas écouter non plus. « Tout va bien, maman. C'est juste le travail. Tu sais comment c'est. »« Oui, je sais. » Il était parti. Et moi, j'étais restée seule. Encore. Mais ce qui m'avait vraiment fait mal, ce n'était pas la solitude. C'était le regard d'Arsène. Ce regard qui avait changé. Il ne me regardait plus comme sa mère. Il me regardait comme une obligation, comme quelqu'un qu'on doit voir de temps en temps, par politesse, par devoir, mais sans joie, sans amour véritable. Et ça, c'était pire que tout. J'avais essayé de comprendre. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Pourquoi Arsène s'éloignait-il? Était-ce Madeleine, Claire, le travail? Ou était-ce moi? Étais-je devenue ennuyeuse, insignifiante? Avais-je perdu quelque chose que je ne voyais pas? J'avais passé des nuits à me poser ces questions, à tourner dans mon lit, à chercher des réponses. Et puis, un jour, j'avais compris. Ce n'était pas moi qui avais changé, c'était Arsène. Il était entré dans un monde où je n'avais plus ma place. Un monde d'apparence, de codes, de réseaux. Un monde où Madeleine brillait, où elle ouvrait des portes, où elle connaissait les bonnes personnes.
Et moi, je n'avais rien de tout ça. Ou plutôt, je l'avais. Mais je ne le montrais pas, parce que Laurent m'avait appris la discrétion, l'humilité. Et maintenant, cette discrétion me rendait invisible. Alors j'avais fait ce que font toutes les mères. J'avais continué. J'avais souri, accepté, espéré. J'avais appelé Arsène, proposé des déjeuners, envoyé des messages. « Comment vas-tu, mon chéri ? Pense à moi de temps en temps. Je t'aime. » Et lui répondait, brièvement, poliment. « Ça va, merci. Oui, promis. Moi aussi. » Mais sans chaleur, sans cette tendresse qu'il avait autrefois, quand il était petit, quand il me disait « Maman, tu es la plus belle du monde. Maman, ne pars jamais. Maman, je t'aime plus que tout. » Où était passé cet enfant? Où était passé mon fils? Et puis, il y avait eu ce dîner où tout avait basculé. Arsène m'avait appelé pour m'inviter, pour fêter sa promotion. J'étais heureuse, émue, fière. Enfin, il pensait à moi. Enfin, j'allais retrouver ma place. Mais le lendemain, il m'avait rappelé, et il m'avait dit de ne pas descendre, de rester en haut, parce que je l'embarrassais. Ce soir-là, en raccrochant, j'étais restée immobile, assise sur mon canapé, le téléphone à la main. Les larmes coulaient. Mais je ne sanglotais pas. Je pleurais en silence, comme j'avais appris à le faire, parce que pleurer bruyamment, c'était déranger. Et je ne voulais déranger personne, surtout pas mon fils. J'ai regardé mon alliance, cette alliance que Laurent m'avait passée au doigt il y a 37 ans. Et j'ai pensé à sa promesse. Tu ne manqueras jamais de rien. Mais ce soir-là, je manquais de tout. Je manquais d'amour, de respect, de dignité. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai eu envie de trahir ma promesse, celle que je lui avais faite. Je resterai discrète, je protégerai Arsène. Mais jusqu'où devais-je me protéger? Jusqu'où devais-je accepter d'être humiliée? J'ai pris mon téléphone. J'ai relu les messages de Jacques Leroy, les rapports, les chiffres, les succès. Et j'ai pris une décision. Ce dîner, j'allais y aller. Pas en haut, pas caché. Non, j'allais descendre, avec Jacques. Et j'allais montrer à Arsène qui j'étais vraiment. Pas pour me venger, mais pour qu'il comprenne, pour qu'il réalise ce qu'il avait fait, pour qu'il sache que sa mère n'était pas une femme dont on devait avoir honte. J'ai envoyé un message à Jacques. « Bonsoir Jacques, finalement je serai présente demain soir. Passez me chercher à 20h. Nous arriverons ensemble. » La réponse est arrivée 2 minutes plus tard. « Bien sûr, Madame Grimaud. Ce sera un honneur. Dois-je prévenir Arsène de votre présence ?» J'ai réfléchi. Puis j'ai répondu « Non, ce sera une surprise. » Le samedi après-midi, quelques heures avant le dîner, j'ai commencé à me préparer. Mais pas comme je me préparais d'habitude. Cette fois, c'était différent. Cette fois, je ne me préparais pas pour disparaître. Je me préparais pour exister. J'ai ouvert mon armoire. Pas celle où je gardais mes robes simples, mes pulls en laine, mes pantalons discrets. Non, j'ai ouvert l'autre. Celle que je n'avais pas ouverte depuis longtemps. Celle où étaient rangées les robes que je portais autrefois, avec Laurent, au dîner d'affaires, aux soirées importantes, des robes élégantes, intemporelles, celles qu'on ne porte pas pour impressionner, mais pour affirmer. J'ai sorti une robe bleu nuit, en soie, coupe droite, simple mais parfaite. Laurent l'aimait particulièrement. Il disait toujours « Avec cette robe, tu pourrais entrer n'importe où et tout le monde se tairait pour te regarder. » Je l'ai posée sur le lit, puis j'ai sorti mes perles, celles que Laurent m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage. Des perles véritables, simples, discrètes, mais d'une qualité rare. J'ai regardé mon alliance. Elle brillait doucement à la lumière. Et j'ai murmuré « Ce soir, Laurent, ce soir, je tiens ma promesse, celle de ne jamais me laisser diminuer. » J'ai pris mon temps pour me préparer. J'ai pris un bain, long, chaud, avec de l'huile de lavande. Je me suis coiffée, un chignon bas, élégant, comme je le faisais avant. Je me suis maquillée, légèrement, juste assez pour souligner mes yeux, mes lèvres. Je ne voulais pas paraître jeune. Je ne voulais pas paraître autre chose que ce que j'étais. Une femme de 60 ans, qui avait vécu, aimé, perdu, reconstruit. Une femme qui avait une histoire et une dignité. En me regardant dans le miroir, j'ai pensé à toutes ces fois où je m'étais habillée simplement, pour ne pas attirer l'attention, pour ne pas gêner Arsène, pour ne pas paraître prétentieuse aux yeux de Madeleine. Toutes ces fois où j'avais choisi de m'effacer. Et maintenant, je comprenais quelque chose. En m'effaçant, je n'avais pas protégé mon fils. Je l'avais déformé. Je lui avais appris qu'il était acceptable d'avoir honte de sa mère, qu'il était normal de la remplacer par quelqu'un de plus présentable, qu'une mère n'était qu'un détail dans une vie réussie. Et ce soir, j'allais corriger cette erreur,
À 19h30, mon téléphone a sonné. C'était Arsène. J'ai hésité avant de répondre, puis j'ai décroché. « Oui, mon chéri ? Maman, tu es bien en haut ? Les invités vont bientôt arriver. »« Oui, Arsène, je suis dans ma chambre. »« Parfait. Écoute, je suis désolée pour tout ça. Mais tu comprends, c'est important pour moi. Je veux que tout soit parfait. Je comprends. Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. » Il a raccroché, et moi, j'ai souri. Un sourire triste, parce que j'avais compris quelque chose d'autre. Arsène comptait sur moi, pas pour être là, pas pour partager sa joie. Non, il comptait sur moi pour disparaître, pour être docile, invisible, arrangeante. À 20h précises, on a sonné à la porte de mon appartement. J'ai pris mon sac, mon manteau, un long manteau en cachemire noir. J'ai ouvert la porte. Jacques Leroy était là, un homme d'une 50aine d'années, cheveux grisonnants, costume parfaitement coupé, sourire chaleureux. Il m'a regardé et il a souri. « Madame Grimaud, vous êtes magnifique. »« Merci, Jacques. Je dois dire que je suis un peu nerveux. Arsène ne sait pas que vous venez, n'est-ce pas ? » ?»« Non, personne ne le sait. Cela risque d'être surprenant ? » ?»« Oui, mais nécessaire. » Il a hoché la tête. « Je comprends. Arsène est un jeune homme brillant, mais il a encore beaucoup à apprendre, sur la reconnaissance, sur l'humilité. Ce soir, il va apprendre. Nous sommes descendus. Une voiture nous attendait. Une berline noire, sobre, élégante. Le chauffeur a ouvert la porte. Je suis monté. Jacques s'est installé à côté de moi. Pendant le trajet, nous avons parlé. « Vous savez, Madame Grimaud, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez fait, pour Synapse Solutions, pour votre discrétion. Vous auriez pu tout contrôler, tout diriger, mais vous avez laissé les équipes travailler. Vous avez fait confiance. C'est ce que Laurent aurait voulu. Votre mari était un homme exceptionnel, et vous l'êtes tout autant. Merci, Jacques. » Il a hésité, puis il a dit « Puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi maintenant ? Pourquoi révéler votre identité ce soir ?» J'ai regardé par la fenêtre. Paris défilait, les lumières, les rues, les vies, parce qu'il y a des limites. Et Arsène vient de les franchir. Il vous a demandé de ne pas venir ? Il m'a demandé de rester caché, en haut, pendant que sa belle-mère prenait ma place à table. Jacques a fermé les yeux, comme s'il ressentait la douleur à ma place. Je suis désolé. Vous n'avez pas à l'être, ce n'est pas votre faute. Mais je comprends. Et je pense que ce soir, Arsène va comprendre aussi. Nous sommes arrivés devant l'immeuble d'Arsène. Un bel immeuble haussmannien, façade claire, balcon en fer forgé. Le chauffeur a ouvert la porte. Je suis descendu. Jacques m'a offert son bras. Je l'ai pris, et nous avons monté les escaliers. En arrivant devant la porte, j'ai entendu les voix, les rires, les conversations, les verres qui tintaient. Le dîner avait commencé. Jacques a sonné. Claire est venue ouvrir. Elle portait une robe rose poudrée, élégante, souriante. Mais quand elle m'a vu, son sourire s'est figé. « Axel. » Mais je croyais que... « Bonsoir, Claire. » Elle a regardé Jacques, puis moi, puis Jacques à nouveau. « Monsieur le roi, je ne savais pas que... » Jacques a souri poliment. « Bonsoir, Claire. Pardonnez-moi, je suis un peu en retard. Puis-je entrer ?» Claire a hésité. Elle ne savait pas quoi faire. Puis elle s'est effacée. « Bien sûr. Entrez. » Nous sommes entrés. Dans le salon, tout le monde était déjà installé. Autour de la table, dressés magnifiquement. Comme toujours, il y avait une dizaine de personnes, des collègues d'Arsène, leurs conjoints. Et au centre, à la place d'honneur, il y avait Madeleine. Elle portait une robe en satin ivoire, des diamants aux oreilles, un sourire satisfait. Elle parlait, racontait une anecdote. Tout le monde l'écoutait. Et Arsène, à côté d'elle, riait. Puis il a levé les yeux, et il m'a vu. Le temps s'est arrêté. Arsène est devenu pâle. Ses yeux se sont agrandis, comme s'il voyait un fantôme. « Maman ?» Les conversations se sont tues. Tout le monde s'est retourné. Madeleine m'a regardé. Son sourire a disparu. J'ai avancé, lentement, calmement. Jacques marchait à côté de moi. Arsène s'est levé, maladroitement. « Maman, qu'est-ce que... Je croyais que tu... » « Bonsoir, Arsène. » Ma voix était calme, posée. Jacques a souri et a dit d'un ton léger « Bonsoir à tous. Désolé pour le retard. J'espère que nous ne dérangeons pas. » Arsène était figé. Il regardait Jacques, puis moi, puis Jacques à nouveau. « Monsieur le roi, je ne savais pas que vous veniez avec ma mère. » Jacques a souri. « Ah non ? Pourtant, c'est elle qui m'a invité. » Un silence, lourd, épais. Arsène a cligné des yeux. « Elle vous a invité ? » « Oui.
Madame Grimaud m'a demandé de passer la chercher. Nous sommes venus ensemble. Madeleine s'est levée. Elle avait repris contenance. Eh bien, quelle charmante surprise. Axel, je ne savais pas que vous connaissiez Monsieur le Roi. Je l'ai regardé, calmement. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, Madeleine. Elle a souri. Un sourire crispé. Visiblement, Arsène était toujours debout, immobile, confus. Maman, je ne comprends pas. Jacques a posé une main sur son épaule. Ne t'inquiète pas, Arsène. Tout va bien. Ta mère et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. N'est-ce pas, Madame Grimaud? Oui, depuis très longtemps. Arsène a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Claire est intervenue, mal à l'aise. Eh bien, asseyez-vous. Je vais chercher 2 chaises supplémentaires. Elle est partie vers la cuisine. Madeleine est restée debout. Elle me regardait, comme si elle essayait de comprendre quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Axel, pardonnez ma curiosité, mais comment connaissez-vous Monsieur le Roi exactement? J'ai souri. Nous travaillons ensemble, Madeleine. Elle a froncé les sourcils. Vous travaillez? Je croyais que vous étiez... Enfin, que vous ne travailliez plus depuis la mort de votre mari. Oh, je ne travaille pas au sens traditionnel. Disons que je supervise certaines choses. Quelles choses? Jacques a ri doucement. Madame Grimaud est trop modeste, mais nous aurons le temps d'en parler pendant le dîner. Claire est revenue avec les chaises. On nous a installés. Jacques à côté d'Arsène, moi en face de Madeleine. L'ironie était parfaite. Le dîner a repris. Mais l'atmosphère avait changé. Les gens parlaient, mais il y avait une tension, une curiosité. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Pourquoi la mère d'Arsène était arrivée avec le directeur de l'entreprise? Pourquoi il la traitait avec tant de respect? Madeleine essayait de reprendre le contrôle de la conversation. Elle parlait d'un voyage, d'un restaurant, d'un livre. Mais personne ne l'écoutait vraiment. Tout le monde nous regardait. Jacques et moi. Arsène était silencieux. Il touchait à peine à son assiette. Il me regardait, comme s'il me voyait pour la première fois. Puis, au milieu du plat principal, un des collègues d'Arsène a dit « Monsieur le Roi, si je peux me permettre, comment connaissez-vous Madame Grimaud, c'est ça ?»« Oui, Axel Grimaud. Vous travaillez ensemble, disiez-vous ?» Jacques a souri. Il m'a regardé, comme pour me demander la permission. J'ai hoché la tête, légèrement. Il a dit « Oui, Madame Grimaud est une figure très importante de Synapse Solutions, depuis de nombreuses années. » Le collègue a froncé les sourcils. « Vraiment? Je ne savais pas. Dans quel département ?» Jacques a bu une gorgée de vin. Puis il a dit, calmement, « Madame Grimaud n'est pas dans un département. Elle est au-dessus. » Un silence. Arsène a levé les yeux. « Au-dessus ?» Jacques a hoché la tête. « Oui. » Madeleine a ri. Un rire nerveux. « Au-dessus? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Jacques l'a regardé. Puis il a dit, simplement, « Cela veut dire que Madame Grimaud est l'actionnaire majoritaire de Synapse Solutions. C'est elle qui possède l'entreprise. » Le silence. Total. Absolu. Arsène est devenu blanc. Madeleine a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Claire a lâché sa fourchette. Elle est tombée sur l'assiette avec un bruit métallique. Tout le monde me regardait. Et moi, j'ai souri. Doucement, calmement. J'ai touché mon alliance. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Mon mari, Laurent Grimaud, a fondé et développé plusieurs entreprises technologiques avant de mourir, dont Synapse Solutions. Et quand il est parti, tout m'est revenu. Depuis 15 ans, je gère discrètement ce patrimoine, avec l'aide de personnes de confiance comme Jacques. Arsène me fixait. Ses lèvres tremblaient. Tu es propriétaire de Synapse? Oui, mon chéri. Depuis quand? Depuis la mort de ton père. Mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? J'ai soutenu son regard. Parce que ton père m'a demandé de te laisser construire ta propre vie, de ne pas tout te faciliter, de te laisser devenir un homme, par toi-même. Mais, mon poste, ma carrière, Jacques a pris la parole. Ton poste, tu l'as mérité, Arsène, entièrement. Ta mère n'est jamais intervenue dans les décisions opérationnelles. Elle m'a simplement demandé de regarder ton CV quand tu as postulé. Après, tout ce que tu as accompli, c'est grâce à ton travail, à ton talent. Arsène tremblait. Ma promotion, celle qu'on fête ce soir. Jacques a hésité. Puis il a dit, ta mère m'a demandé si tu la méritais. Je lui ai dit oui, sans hésiter, parce que c'est la vérité. Tu es l'un de nos meilleurs éléments. Cette promotion, tu l'aurais eue de toute façon. Arsène a fermé les yeux. Madeleine, elle, était livide. Elle me regardait avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de choc, de honte, de rage contenue. Vous saviez tout ça.
Et vous n'avez jamais rien dit. Non, Madeleine, je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que je n'avais pas à le dire. Ce n'était pas nécessaire. Pas nécessaire? Vous avez laissé votre fils penser qu'il réussissait seul, qu'il devait tout à son travail, à ses efforts. Et maintenant quoi? Elle s'est tue, parce qu'elle comprenait. Elle comprenait que tout ce qu'elle avait bâti, son influence, son réseau, sa place dans la vie d'Arsène, tout cela reposait sur du sable. Parce que la vraie puissance, la vraie richesse, c'était moi qui l'avais, pas elle. Arsène s'est levé brusquement. Il a quitté la table. Il est sorti sur le balcon. Je l'ai vu à travers la fenêtre. Il se tenait là, les mains sur la rambarde, la tête baissée. Claire l'a rejoint. Ils ont parlé, doucement. Je ne les entendais pas, mais je voyais son visage, la honte, la confusion, la douleur. Madeleine s'est levée aussi. « Excusez-moi, je vais prendre l'air. » Elle est sortie. Les autres invités se regardaient, gênés, ne sachant pas quoi faire. Jacques s'est penché vers moi. « Ça va, Madame Grimaud ?» J'ai hoché la tête. « Oui, ça va. Vous avez été parfaite. » « Non, j'ai juste été honnête. » Le silence qui a suivi ma révélation n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence lourd, chargé de tous les non-dits, de toutes les vérités qui venaient d'éclater au grand jour. Un silence qui pesait sur chaque personne assise autour de cette table. Et moi, au centre de ce silence, je respirais enfin. Parce que pendant 15 ans, j'avais gardé ce secret. Non pas par honte, non pas par peur, mais par amour, par respect pour la volonté de Laurent. Et maintenant que la vérité était dite, je réalisais quelque chose. Je n'avais pas libéré mon fils, je m'étais libéré moi-même. Sur le balcon, Arsène parlait avec Claire. Je les voyais à travers la fenêtre. Leurs silhouettes se découpaient contre les lumières de Paris. Claire parlait, vite. Ses mains bougeaient. Elle semblait essayer de le calmer. Mais Arsène secouait la tête, encore et encore. Il avait l'air d'un homme qui venait de découvrir que toute sa vie reposait sur un mensonge. Ce n'était pas vrai, bien sûr. Sa vie était authentique. Son travail était réel. Ses succès étaient mérités. Mais dans son esprit, en cet instant, tout était remis en question. Madeleine est revenue dans le salon. Elle s'est assise, lentement. Elle a repris son verre de vin. Elle l'a vidé d'un trait, puis elle m'a regardé. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas de l'admiration, pas de la jalousie, non, de la peur. Parce qu'elle comprenait maintenant. Elle comprenait que tout ce temps, elle avait joué un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. Elle s'était crue importante, influente, indispensable. Elle avait pensé qu'elle ouvrait des portes pour Arsène. Mais en réalité, les portes étaient déjà ouvertes. Par moi, elle a dit d'une voix tremblante. « Vous auriez dû dire quelque chose, Axel. » J'ai soutenu son regard. Pourquoi? Parce que nous aurions... Arsène aurait quoi, Madeleine? Il m'aurait respecté davantage? Il ne m'aurait pas caché ce soir? Elle s'est tue parce qu'elle savait que j'avais raison. J'ai continué calmement. Vous savez ce qui est triste, Madeleine? Ce n'est pas que vous ayez pris ma place. Ce n'est même pas qu'Arsène vous ait laissé faire. C'est qu'il ait cru que j'avais besoin d'être remplacée, que je n'étais pas assez bien, pas assez cultivée, pas assez élégante, pas assez digne de lui. Madeleine a baissé les yeux. Je n'ai jamais dit ça. Non, vous ne l'avez jamais dit, mais vous l'avez laissé entendre, dans chaque regard, dans chaque sourire poli, dans chaque phrase condescendante. Vous m'avez traité comme quelqu'un de simple, quelqu'un d'insignifiant. Ce n'était pas mon intention. Peut-être, mais c'était le résultat. Un des collègues d'Arsène, mal à l'aise, a toussé. Peut-être devrions-nous laisser la famille discuter. Jacques a hoché la tête. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Les invités se sont levés, un à un. Ils ont pris leur manteau. Ils ont salué, maladroitement, gênés. Claire est rentrée du balcon. Elle a essayé de retenir les invités. Non, attendez, s'il vous plaît, restez. Mais ils partaient déjà. En quelques minutes, le salon s'est vidé. Il ne restait que nous. Moi, Jacques, Madeleine, Claire et Arsène, toujours sur le balcon. Jacques s'est approché de moi. « Madame Grimaud, voulez-vous que je reste ?»« Non, Jacques, merci. Je pense qu'il vaut mieux que je parle seul avec mon fils. » Il a hoché la tête. Il a serré ma main. « Vous avez été courageuse ce soir. Laurent aurait été fier de vous. » Ces mots m'ont touché plus qu'il ne le pensait. J'ai souri, faiblement. « Merci, Jacques. » Il est parti. Madeleine s'est levée aussi. « Claire, je pense qu'il vaut mieux que je parte également. »« Non, maman, reste. »« Non, il faut que vous parliez. »
en famille. Elle m'a regardé une dernière fois. Axel, je suis désolée. Je n'ai pas répondu. Parce qu'il y a des excuses qu'on ne peut pas accepter. Pas parce qu'on ne pardonne pas, mais parce que le mal est déjà fait. Elle est partie. Claire et moi sommes restés seuls dans le salon. Elle me regardait, les yeux rouges. Elle avait pleuré. Axel, je ne savais pas. Je sais, Claire. Si j'avais su, je n'aurais jamais quoi. Elle a hésité. Je n'aurais jamais laissé ma mère prendre votre place. Je n'aurais jamais laissé Arsène vous traiter comme ça. J'ai souri tristement. Tu aurais dû le faire même sans savoir, Claire, parce qu'une mère, même simple, même sans fortune, mérite le respect de son fils. Elle a baissé la tête. Vous avez raison. Va chercher Arsène, s'il te plaît. Elle a hoché la tête. Elle est sortie sur le balcon. J'ai entendu leur voix, douce, basse. Puis, Arsène est entré, seul. Il s'est arrêté devant moi. Il ne savait pas où se mettre, quoi dire. Il avait l'air d'un enfant pris en faute, et d'une certaine manière, c'était ce qu'il était. Maman, assieds-toi, Arsène. Il s'est assis, en face de moi. Nous nous sommes regardés, pendant un long moment. Puis il a dit, la voix brisée, « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ? Parce que ton père me l'a demandé. Il voulait que tu deviennes un homme par toi-même, sans tout avoir facilement, sans penser que tu devais tout à l'argent, à la fortune. Mais tu aurais pu me dire, après, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai eu ce poste. Oui, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait, parce que je voulais que tu sois fier de toi, que tu crois en tes capacités, que tu saches que tu avais réussi par ton propre mérite. Mais je n'ai pas réussi par mon propre mérite. Tu as demandé à Leroy de regarder mon CV. J'ai demandé à Jacques de te donner une chance, Arsène. C'est tout. Après, c'est toi qui as travaillé. C'est toi qui as brillé. C'est toi qui as décroché ces contrats. Ces succès sont les tiens, entièrement. Il a secoué la tête. Non, parce que sans toi, je n'aurais même pas eu cette opportunité. Et alors, tu crois que les gens qui réussissent n'ont jamais eu d'aide? Que Madeleine n'a jamais aidé personne avec son réseau? Que son mari n'a jamais ouvert une porte à quelqu'un? C'est comme ça que le monde fonctionne, Arsène. On aide, on ouvre des portes. Mais après, chacun doit marcher par lui-même. Il a fermé les yeux. Pourquoi ce soir? Pourquoi tu as décidé de tout révéler ce soir? J'ai touché mon alliance. Et j'ai dit, doucement, parce que tu m'as demandé de ne pas descendre, parce que tu m'as dit que je t'embarrassais, parce que tu as mis Madeleine à ma place. Il a pâli. Maman, tu sais ce que ça fait, Arsène? De se faire dire par son propre fils qu'on n'est pas assez bien? Qu'on doit rester caché pendant qu'une autre femme prend sa place? Je ne voulais pas... Si, tu voulais. Tu voulais que je disparaisse, parce que tu avais honte de moi. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Pourquoi, Arsène? Pourquoi as-tu eu honte de moi? Il a essuyé ses larmes, maladroitement. Je ne sais pas. Madeleine était toujours là. Elle savait comment parler, comment recevoir. Elle connaissait tout le monde. Et toi, tu étais différente. Tu ne faisais pas partie de ce monde. Et j'ai pensé que ce serait plus simple si je n'étais pas là. Oui, j'ai fermé les yeux. Parce que ces mots, même s'ils étaient honnêtes, faisaient de mal. Tu sais ce qui est triste, Arsène? C'est que je fais partie de ce monde. Bien plus que Madeleine. Bien plus que tu ne l'imaginais. Mais je n'ai jamais voulu le montrer. Parce que ton père m'avait appris la discrétion, l'humilité, la simplicité. Je sais, je comprends maintenant. Non, tu ne comprends pas encore. Parce que ce n'est pas une question d'argent ou de pouvoir. C'est une question de respect, de reconnaissance, d'amour. Il a levé les yeux vers moi. Je t'aime, maman. Vraiment? Oui, bien sûr. Alors pourquoi tu ne m'appelles jamais? Pourquoi tu ne viens jamais me voir? Pourquoi tu m'invites uniquement quand ça t'arrange? Il n'a pas répondu, parce qu'il n'avait pas de réponse. Ou plutôt, il avait la réponse. Mais il ne voulait pas la dire. Alors je l'ai dite pour lui. Parce que je ne suis plus une priorité dans ta vie, Arsène. Je suis devenue une obligation. Quelqu'un qu'on voit parce qu'il faut. Parce que c'est sa mère, mais sans joie, sans envie. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et tu le sais. Il a baissé la tête. Pendant un long moment, nous sommes restés silencieux. Puis il a dit, d'une voix faible, « Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux réparer ça ?» J'ai souri, tristement. Je ne sais pas, Arsène. Sincèrement, je ne sais pas si on peut réparer 15 ans de distance, 15 ans d'effacement, 15 ans où j'ai accepté de disparaître pour que tu te sentes à l'aise. Mais je veux essayer. S'il te plaît, laisse-moi essayer. Je l'ai regardé.
cet homme de 34 ans, mon fils, mon enfant, celui que j'avais porté, nourri, élevé, protégé. Et je me suis demandé, est-ce que je voulais essayer? Est-ce que je voulais lui donner une autre chance? Ou est-ce que j'étais trop fatiguée, trop blessée? J'ai touché mon alliance, et j'ai pensé à Laurent, à ce qu'il aurait dit. Il aurait dit, donne-lui une chance, c'est ton fils, les gens peuvent changer. Mais il aurait aussi dit, ne te laisse plus jamais diminuer, plus jamais. J'ai pris une grande inspiration. Arsène, je vais te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes. Vraiment, je t'écoute. Tu peux changer, tu peux apprendre, tu peux devenir meilleur, mais je ne serai plus jamais celle qui s'efface, celle qui accepte tout, celle qui sourit pendant qu'on la met de côté. Si tu veux que je sois dans ta vie, je serai là, entièrement, avec ma dignité, mon histoire, ma valeur. Mais si tu ne peux pas accepter ça, alors il vaut mieux qu'on prenne nos distances. Il a ouvert la bouche. Maman, je ne dis pas ça pour te punir. Je dis ça parce que j'ai besoin de me protéger, parce que je ne veux plus souffrir, parce que je mérite mieux que ça. Il a hoché la tête, lentement. Tu as raison, tu mérites mieux, et je vais faire mieux, je te le promets. Ne me promets rien, Arsène. Montre-le-moi, avec des actes, pas avec des mots. D'accord, je vais le faire. Claire est revenue dans le salon. Elle avait les yeux rouges. Elle aussi avait pleuré. Axel, je suis vraiment désolée. Pour tout. Pour ma mère. Pour ne pas avoir vu. Ce n'est pas ta faute, Claire. Tu ne pouvais pas savoir. Mais j'aurais dû voir. J'aurais dû comprendre que vous souffriez, que vous étiez mise de côté. C'est vrai. Tu aurais dû. Mais maintenant, tu sais. Et j'espère que ça va changer les choses. Elle a hoché la tête. Ça va changer. Je vous le promets. J'ai souri. On verra. Je me suis levée. J'ai pris mon manteau. Arsène s'est levé aussi. Paniqué. Maman, tu pars? Oui. Il est tard. Et je pense qu'on a tous besoin de réfléchir. Mais, tu vas revenir? J'ai hésité. Puis j'ai dit, oui, je vais revenir. Mais pas comme avant. Plus jamais comme avant. Il a hoché la tête. D'accord. Il m'a embrassée. Fort. Longtemps. Comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de douleur, mais de soulagement. Parce que pour la première fois depuis longtemps, mon fils me tenait vraiment dans ses bras. En descendant les escaliers, j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé un taxi. En attendant, je suis restée là, sous un réverbère, dans la nuit parisienne. J'ai regardé mon alliance. Elle brillait doucement. Et j'ai murmuré « Laurent, j'ai tenu ma promesse. Je ne me suis pas laissé diminuer. Je crois que tu aurais été fier de moi. » Le taxi est arrivé. Je suis montée. Le chauffeur m'a demandé « Où allons-nous, madame ?»« Boulevard Raspail, s'il vous plaît. » Très bien. Pendant le trajet, j'ai regardé Paris défiler. Les lumières, les rues, les vies qui continuaient. Et j'ai réalisé quelque chose. Ce soir, je n'avais pas perdu mon fils. Ce soir, je m'étais retrouvée moi-même. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été étranges, silencieux. Comme si le monde s'était arrêté. Comme si tout ce qui avait été dit ce soir-là flottait encore dans l'air. Lourd, inachevé. Arsène ne m'a pas appelé immédiatement. Je ne l'ai pas appelé non plus. Nous avions besoin de temps, de distance, de réflexion. Parce qu'il y a des vérités qui ne peuvent pas être digérées en quelques heures. Il faut des jours, des semaines, parfois des mois, pour accepter qu'on s'est trompé, qu'on a blessé, qu'on a perdu quelque chose qu'on croyait acquis pour toujours. Le lundi matin, j'ai reçu un message de Jacques Leroy. « Madame Grimaud, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire que votre courage samedi soir était admirable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Cordialement, Jacques. » J'ai souri en lisant ce message. Jacques était un homme bon, loyal. J'ai répondu « Merci Jacques, tout va bien. Prenez soin d'Arsène. Il va avoir besoin de temps pour digérer tout ça. » Il a répondu quelques minutes plus tard « Bien sûr. Il n'est pas venu au bureau aujourd'hui. Il a demandé quelques jours de congé. » J'ai fermé mon téléphone. Arsène avait besoin de s'isoler. C'était compréhensible. Le mercredi, j'ai reçu un autre message. Cette fois, c'était de Claire. « Axel, je sais que vous avez besoin de temps, mais j'aimerais vous voir, pour parler, juste vous et moi, si vous êtes d'accord. » J'ai hésité. Puis, j'ai répondu. « D'accord. Demain après-midi? Chez moi? Parfait. Merci. » Claire est arrivée le jeudi à 14h. Elle portait un manteau beige, un foulard, pas de maquillage, les cheveux attachés simplement. Elle avait l'air fatiguée. Quand elle est entrée, elle m'a embrassée, longuement. « Merci de me recevoir, Axel. »« Entre, Claire. Nous nous sommes installés dans le salon. J'ai préparé du thé.
Nous sommes restées silencieuses un moment, puis Claire a dit « Arsène ne va pas bien ». J'ai levé les yeux. Qu'est-ce qu'il a? Il ne dort pas. Il ne mange presque pas. Il passe ses journées enfermé dans son bureau, à réfléchir, à se reprocher des choses. J'ai fermé les yeux. Claire, je sais que ce n'est pas votre faute. C'est la sienne. C'est aussi un peu la mienne. Et celle de ma mère. Mais je voulais que vous sachiez, parce que je pense qu'il a peur de vous perdre. Il ne va pas me perdre. Vous en êtes sûre? J'ai hésité. Je ne sais pas, Claire, honnêtement. Je ne sais pas ce qui va se passer entre lui et moi. Je sais que je l'aime, qu'il est mon fils. Mais je ne sais pas si je peux continuer comme avant, à accepter, à sourire, à disparaître. Je comprends, et je ne vous demande pas de le faire. Je vous demande juste de ne pas fermer la porte complètement, de lui laisser une chance. Je lui ai dit que je lui laisserais une chance, mais qu'il devait me le prouver. Avec des actes, pas avec des mots. Il le fera. J'en suis sûre. On verra. Claire a bu une gorgée de thé, puis elle a dit « Ma mère est venue nous voir hier. Je l'ai regardée. » Ah oui? Oui. Elle voulait s'excuser, à sa manière. Elle a dit qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait jamais voulu vous blesser, qu'elle pensait juste aider. Aider? Oui. Elle pensait qu'en étant présente, en ouvrant des portes pour Arsène, elle faisait bien. J'ai souri tristement. Peut-être, mais elle a oublié une chose. Quoi? Qu'on ne peut pas aider quelqu'un en effaçant quelqu'un d'autre. Claire a baissé les yeux. Vous avez raison. Nous sommes restées silencieuses un moment. Puis Claire a dit, d'une voix tremblante, « Axel, est-ce que vous m'en voulez ?» À moi, je l'ai regardée, vraiment regardée. Cette jeune femme de 30 ans, douce, intelligente, qui aimait mon fils. Non, Claire, je ne t'en veux pas. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste suivi, parce que c'était plus simple, parce que ta mère était là, parce qu'Arsène semblait vouloir ça. Mais j'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre. Oui, tu aurais dû. Mais maintenant, tu sais. Et c'est ce qui compte. Elle a pleuré, doucement. Je me suis levée. Je me suis assise à côté d'elle. Je l'ai prise dans mes bras. Claire, écoute-moi. Ce qui s'est passé, c'est entre Arsène et moi. Toi, tu n'es pas responsable. Mais maintenant, j'ai besoin que tu m'aides. Comment? En veillant sur lui. En lui rappelant ce qui compte vraiment. La famille, l'amour, la reconnaissance. Ne le laisse pas se perdre dans ce monde d'apparence. Je vous le promets. Et ne laisse jamais ta mère prendre ma place. Plus jamais. Elle a hoché la tête. Plus jamais. Claire est partie 1 heure plus tard. En la regardant partir, j'ai pensé à quelque chose. Ce n'était pas une mauvaise personne. Ni elle, ni Madeleine, ni même Arsène. Ils étaient juste perdus. Dans un monde où l'apparence compte plus que l'essence, où les relations comptent plus que les valeurs, où on oublie ceux qui nous ont tout donné, parce qu'ils ne brillent pas assez. Le vendredi soir, Arsène m'a appelé. Sa voix était faible, hésitante. « Maman, est-ce que je peux venir te voir ?»« Bien sûr, mon chéri. »« Maintenant ?»« Oui, viens. » 1 heure plus tard, il était là. Il portait un jean, un pull simple, pas de costume, pas de cravate. Il avait l'air jeune, vulnérable, comme l'Arsène d'avant, celui que j'avais connu. Il est entré, il m'a embrassé, puis il a éclaté en sanglots. Je l'ai tenu dans mes bras. Pendant de longues minutes, il pleurait, comme un enfant. Et moi, je le serrais contre moi, parce que c'est ce que font les mères. Elles consolent, même quand elles ont mal, même quand elles ont été blessées. Quand il s'est calmé, nous nous sommes assis. Il a dit, la voix brisée, « Je suis désolé, maman, tellement désolé pour tout, pour ces années, pour ce dîner, pour t'avoir traité comme si tu ne comptais pas. Arsène, non, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai besoin de te dire ça. Je me suis tue. » Il a continué. « J'ai passé ces derniers jours à réfléchir, à tout revoir, tous ces moments où je t'ai mise de côté, tous ces moments où j'ai choisi Madeleine, Claire, mon travail, n'importe quoi, plutôt que toi. Et je réalise maintenant, à quel point j'ai été cruelle. Tu n'as pas été cruelle. Tu as juste été aveugle. Non, j'ai été cruelle, parce que tu m'as appelé, encore et encore. Tu m'as proposé de venir, de te voir. Et moi, j'ai toujours trouvé une excuse. Toujours. Parce que c'était plus simple. Parce que je ne voulais pas te voir. Ces mots que j'avais toujours redouté d'entendre. Parce qu'ils confirmaient ce que je savais déjà. Mais les entendre, c'était différent. C'était comme recevoir un coup, droit au cœur. Pourquoi, Arsène? Pourquoi tu ne voulais pas me voir? Il a fermé les yeux. Parce que
parce que tu me rappelais une vie que je voulais oublier, une vie simple, sans éclat, sans prestige. Et moi, je voulais être quelqu'un d'autre, quelqu'un de brillant, de reconnu, quelqu'un qui appartient à ce monde de costumes et de dîners élégants. Et toi, tu ne faisais pas partie de ce monde, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai touché mon alliance. Et maintenant que tu sais que j'en fais partie, que je suis même au sommet de ce monde, maintenant je réalise à quel point j'ai été stupide, à quel point j'ai été injuste, parce que tu aurais pu me le dire, tu aurais pu me montrer qui tu étais, mais tu ne l'as pas fait, parce que papa te l'avait demandé, parce que tu voulais que je réussisse par moi-même. Et moi, je t'ai rejeté. Il a pleuré encore, et moi, j'ai pleuré aussi, parce que c'était trop de douleur, trop de vérité, trop de regrets. Quand nous nous sommes calmés, Arsène a dit « Maman, est-ce que tu peux me pardonner ?» J'ai réfléchi, longtemps, puis j'ai dit « Je ne sais pas, Arsène, honnêtement, je ne sais pas si je peux pardonner tout ça, pas maintenant, peut-être jamais complètement. » Il a pâli. Alors tu ne veux plus me voir ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que le pardon, ça prend du temps, ça se construit, avec des actes, avec de la constance, avec de l'amour véritable, pas juste des excuses, pas juste des larmes. Alors, laisse-moi essayer, s'il te plaît, laisse-moi te prouver que je peux changer. D'accord, je te laisse essayer, mais je te préviens, Arsène, si tu recommences, si tu me mets de côté encore une fois, si tu as honte de moi encore une fois, alors là, ce sera fini, définitivement. Il a hoché la tête. Je comprends, et je te promets, ça n'arrivera plus. Ne me promets pas, montre-le-moi. Je vais le faire. Nous avons parlé encore longtemps, de tout, de rien, de Laurent, de l'enfance, des souvenirs. Arsène m'a raconté des choses qu'il n'avait jamais dites, des peurs, des doutes, des pressions. Et moi, je l'ai écouté, parce que c'est ce dont il avait besoin. Quelqu'un qui l'écoute, vraiment. Quand il est parti, vers minuit, il m'a embrassé. Merci maman, pour tout, pour m'avoir élevé, protégé, aimé, même quand je ne le méritais pas. Tu le méritais toujours, Arsène, même quand tu te trompais. Parce que tu es mon fils, il a souri, tristement. Je t'aime, maman. Moi aussi je t'aime. Il est parti, et je suis restée là, seule, dans mon salon. J'ai regardé mon alliance, et j'ai pensé à Laurent. Il a compris mon amour. Enfin, il a compris. Mais comprendre, ce n'est pas tout. Parce que comprendre, c'est facile. Changer, c'est autre chose. Et je ne savais pas si Arsène allait vraiment changer. Je ne savais pas s'il allait tenir ses promesses. Je ne savais pas si notre relation allait se reconstruire, ou si elle allait rester brisée, à jamais. Les semaines qui ont suivi ont été différentes. Arsène m'appelait, souvent, presque tous les jours. « Bonjour maman, comment vas-tu ?»« Bien mon chéri. Et toi ?»« Ça va. Je pensais à toi. Je voulais juste te dire bonjour. Au début, j'étais méfiante. Je me disais, c'est temporaire. Dans quelques semaines, il va oublier, il va recommencer. » Mais les semaines passaient, et il continuait. Il venait déjeuner, une fois par semaine, parfois deux. Il me racontait son travail, ses projets, ses doutes. Il me demandait mon avis. « Maman, qu'est-ce que tu penses de ce contrat ? Maman, tu crois que je devrais accepter cette mission ?» Et moi, je répondais, honnêtement, directement, parce que maintenant, je n'avais plus besoin de me cacher. Un jour, Arsène m'a dit « Maman, j'ai parlé avec Jacques. Je lui ai dit que je voulais te rencontrer. Officiellement, en tant qu'actionnaire, pour discuter de Synapse, de la stratégie, de l'avenir. J'ai été surprise. Tu veux vraiment faire ça ? Oui, parce que je veux comprendre. Je veux savoir comment papa a construit tout ça, comment tu as continué. Et je veux faire partie de ça. Pas pour l'argent, mais pour être proche de toi, pour comprendre qui tu es vraiment. J'ai souri. D'accord, on organisera une réunion. Et nous l'avons fait. Mais tout n'était pas parfait. Parce qu'il y avait encore des moments difficiles, des moments où je voyais Arsène hésiter, des moments où je sentais qu'il avait encore honte, pas de moi, mais de lui-même, de ce qu'il avait fait, et cette honte le rongeait. Un soir, il m'a appelé, tard, vers 23 heures. « Maman, je n'arrive pas à dormir. » « Pourquoi, mon chéri ? » « Parce que je repense à tout ce que je t'ai fait, et je me dis que je ne mérite pas ton pardon. »« Arsène, non, c'est vrai. Comment tu peux me pardonner ? Après tout ça, après toutes ces années ?» J'ai réfléchi, puis j'ai dit « Parce que tu es mon fils, et que l'amour d'une mère ne se mérite pas. Il est là,
Toujours, même quand on ne le mérite pas, même quand on fait des erreurs, même quand on blesse. Mais ça ne veut pas dire que j'oublie, ça veut dire que j'accepte de continuer. Avec toi, si tu changes vraiment, je vais changer, je te le promets. Alors dors, Arsène, et demain, recommence, un jour à la fois. Malgré tout, il y avait quelque chose que j'avais perdu, quelque chose que je ne retrouverai jamais, la confiance absolue, celle qu'on a quand on sait, sans l'ombre d'un doute, que l'autre nous aime inconditionnellement. Cette confiance-là, elle était brisée, et même si Arsène faisait des efforts, même s'il était présent, même s'il essayait, il y avait toujours une part de moi qui restait vigilante, qui se demandait « Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va recommencer ?» Et cette vigilance, c'était une forme de perte, une perte invisible, silencieuse, mais réelle. Un jour, j'ai dit à Jacques, « Vous savez, Jacques, même si Arsène change, même s'il devient l'homme que j'espère qu'il deviendra, il y a quelque chose qu'on ne récupère jamais. » Quoi donc, Madame Grimaud? L'innocence, la certitude que l'amour est inconditionnel. Maintenant, je sais qu'il y a des conditions, des limites, et ça change tout. Jacques a hoché la tête. Vous avez raison. Mais peut-être que cette nouvelle relation, même si elle n'est pas innocente, peut être plus vraie, plus solide, parce qu'elle est consciente, peut-être. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. L'ancienne relation était morte, celle où j'acceptais tout, où je me taisais, où je disparaissais. Cette relation-là ne reviendrait jamais, et c'était une bonne chose, même si ça faisait mal. Il y a un moment dans chaque vie où on comprend quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'on ne peut pas apprendre dans les livres, ni dans les conseils des autres. On le comprend dans le silence, dans la solitude, dans cette clarté terrible qui arrive après la douleur. Pour moi, ce moment est arrivé 3 mois après ce dîner, un matin de février, froid, gris, avec cette lumière pâle qui entre doucement par la fenêtre. Je me suis réveillée, j'ai préparé mon café, je me suis installée sur le balcon, et j'ai compris. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre en attendant qu'Arsène change. J'ai compris que je ne pouvais pas construire mon bonheur sur ses efforts. J'ai compris que je devais choisir, pour moi, pas pour lui. Et ce choix, personne ne pouvait le faire à ma place. Arsène continuait à m'appeler, à venir me voir, à faire des efforts. Et c'était bien, c'était même beau. Mais il y avait quelque chose en moi qui restait suspendu, comme si j'attendais, comme si je retenais mon souffle. Je me disais, et s'il arrête? Et s'il oublie dans quelques mois? Et si tout recommence? Et cette peur me rongeait, parce que j'avais peur de souffrir encore, peur d'être déçue encore, peur de me retrouver seule encore. Un soir, j'ai appelé une vieille amie, Hélène, une femme que je connaissais depuis 30 ans, depuis l'époque où Laurent était encore en vie. Elle vivait à Lyon maintenant, seule, veuve elle aussi. Nous nous parlions de temps en temps, mais pas assez. Axel, quelle surprise! Comment vas-tu? Je ne sais pas, Hélène. C'est compliqué. Raconte-moi. Et je lui ai tout raconté. Le dîner, la révélation, la confrontation avec Arsène, les efforts qu'il faisait maintenant. Hélène a écouté, sans m'interrompre. Puis elle a dit, « Tu sais ce que je pense, Axel? Non. Je pense que tu as fait quelque chose de magnifique. Tu t'es défendu. Tu as posé des limites. Tu as exigé le respect. C'est énorme. Beaucoup de mères n'osent jamais faire ça. Oui, mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois lui pardonner complètement, ou si je dois garder mes distances. Tu ne dois rien du tout, Axel. Tu n'as pas à choisir maintenant. Laisse le temps faire son travail. Laisse Arsène prouver ce qu'il dit. Et pendant ce temps, vis. Pour toi, pas pour lui. Vivre pour moi? Oui. Tu as passé tellement d'années à vivre pour les autres, pour Laurent, pour Arsène, pour l'entreprise. Maintenant, vis pour toi. Fais ce qui te rend heureuse, ce qui te fait vibrer, sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru, parce qu'elle avait raison. J'avais passé ma vie à vivre pour les autres, et maintenant, il était temps de vivre pour moi. Le lendemain, j'ai pris une décision que je repoussais depuis longtemps. J'ai appelé Jacques Leroy. « Bonjour Jacques, j'aimerais organiser une réunion. Avec vous, et avec Arsène, pour parler de l'avenir de Synapse Solutions. » « Bien sûr, Madame Grimaud. Quand souhaitez-vous faire ça? » « La semaine prochaine, si possible. »« Parfait, je m'en occupe. » La réunion a eu lieu le mardi suivant, dans les bureaux de Synapse Solutions. Une grande salle de conférence, vue sur la Seine. J'étais arrivée en avance. J'avais voulu voir les lieux, sentir l'énergie de cette entreprise que Laurent avait contribué à créer. Les employés me regardaient avec curiosité. Certains me reconnaissaient, peut-être, d'autres non, mais ils sentaient tous que j'étais quelqu'un d'important. Jacques est arrivé.
Puis Arsène. Arsène portait un costume. Il avait l'air sérieux, concentré. Quand il m'a vu, il a souri. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Arsène. » Nous nous sommes assis autour de la table. Jacques a commencé. « Madame Grimaud, vous vouliez discuter de l'avenir de Synapse. Je vous écoute. » J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai dit « Voilà. J'ai réfléchi ces derniers mois, à ma vie, à mes choix, à ce que je veux faire des prochaines années. Et j'ai décidé quelque chose. » Arsène me regardait, attentif. J'ai continué. « Je vais progressivement me retirer de la gestion de Synapse Solutions. » Un silence. Jacques a froncé les sourcils. « Vous retirez? Mais pourquoi? » « Parce que j'ai 60 ans. Parce que j'ai fait mon travail. J'ai protégé l'héritage de Laurent. J'ai fait grandir cette entreprise. Maintenant, il est temps de passer la main. À qui? À une nouvelle génération. À des gens plus jeunes, plus visionnaires, plus connectés au monde d'aujourd'hui. Arsène est intervenu. « Maman, tu ne peux pas partir comme ça. Tu es le cœur de cette entreprise. » « Non, Arsène, je ne suis pas le cœur. Le cœur, ce sont les employés, les ingénieurs, les managers, les gens qui travaillent tous les jours pour que cette entreprise fonctionne. Moi, je suis juste une gardienne. Et maintenant, il est temps que je passe le relais. » Jacques a hoché la tête lentement. « Je comprends. Mais à qui souhaitez-vous passer le relais? À Arsène? » J'ai regardé mon fils. « Non. » Arsène a pâli. « Non, non, pas maintenant, pas comme ça. Tu n'es pas prêt. Tu as encore beaucoup à apprendre. Sur l'entreprise, sur le leadership, sur toi-même. Mais écoute-moi, Arsène, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Hériter d'une entreprise, ce n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité énorme. Et si tu prends cette responsabilité avant d'être prêt, tu vas te perdre. Ou pire, tu vas détruire ce que ton père a construit. » Il a baissé les yeux. « Alors, qu'est-ce que tu proposes? » « Je propose qu'on crée un conseil d'administration, avec des gens compétents, expérimentés, indépendants. Jacques en fera partie, toi aussi, si tu veux. Mais pas comme directeur, comme membre du conseil, pour apprendre, observer, comprendre. » Jacques a souri. « C'est une excellente idée. » Arsène a hésité. Puis il a dit « D'accord, je comprends. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai souri. « Je vais vivre, Arsène. Pour moi. Enfin. » Après la réunion, Arsène et moi avons marché le long de la Seine. Il faisait froid. Le vent soufflait. Mais c'était agréable. Arsène a dit « Maman, je ne comprends pas. Tu te retires de l'entreprise. Tu me mets à distance. Est-ce que tu es en train de me punir? » Non, mon chéri. Je ne te punis pas. Je me protège. Te protéger de quoi? De l'attente, de l'espoir, de la déception. Pendant des années, j'ai attendu que tu me voies, que tu me reconnaisses, que tu m'aimes comme je t'aimais. Et cette attente m'a épuisé. Maintenant, je choisis de ne plus attendre. Je choisis de vivre ma vie. Et si tu veux faire partie de cette vie, tu es le bienvenu. Mais ce sera à mes conditions, pas aux tiennes. Il a fermé les yeux. Je comprends. Et tes conditions, c'est quoi? Le respect, la reconnaissance, la constance. Pas juste pendant quelques mois, mais toujours. Et si tu ne peux pas faire ça, alors il vaut mieux qu'on garde nos distances, pour que je ne souffre plus. Maman, je vais le faire. Je te le jure. Ne me jure rien, montre-le-moi. Nous avons continué à marcher en silence. Puis j'ai dit, « Tu sais, Arsène, il y a quelque chose que j'ai appris ces derniers mois. » Quoi? Que l'amour ne suffit pas. On peut aimer quelqu'un de tout son cœur et quand même souffrir à cause de lui. Parce que l'amour sans respect, sans considération, sans présence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement, ça fait mal. Il a hoché la tête. Tu as raison. Alors, si tu veux vraiment que je fasse partie de ta vie, montre-moi que tu me respectes. Montre-moi que je compte. Pas juste avec des mots, avec des actes, tous les jours. Je vais le faire, maman. Je te le promets. J'ai touché mon alliance et j'ai pensé à Laurent. Il apprend mon amour. Lentement, mais il apprend. Les semaines qui ont suivi ont été libératrices. J'ai commencé à faire des choses pour moi. J'ai voyagé. Toute seule, je suis allée à Rome, à Florence, à Venise. J'ai visité des musées, des églises, des jardins. J'ai mangé dans des restaurants, seule, sans avoir honte, sans me sentir mal. J'ai marché dans les rues, pendant des heures, en observant les gens, en écoutant les langues, en respirant la vie. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie entière. Pas la mère d'Arsène, pas la veuve de Laurent. Juste moi, Axel, une femme de 60 ans,
qui avait vécu, aimé, perdu, reconstruit. Une femme qui avait encore tant de choses à vivre. Un jour, en visitant une petite église à Florence, j'ai vu une vieille femme. Elle était assise sur un banc, seule. Elle priait. Je me suis assise à côté d'elle. Nous sommes restés là, en silence, pendant de longues minutes. Puis, elle s'est tournée vers moi. Elle a souri. « Vous êtes seule ? » ?»« Oui, moi aussi. Mais vous savez, la solitude, ce n'est pas toujours triste. Parfois, c'est la seule façon de se retrouver. » J'ai souri. « Vous avez raison. Vous avez l'air d'une femme qui a beaucoup vécu. » »« Oui, j'ai vécu. Et j'ai appris. » »« Quoi donc ? » »« Que parfois, il faut lâcher prise. Lâcher les gens. Lâcher les attentes. Lâcher la douleur. Pour pouvoir avancer. » Elle a hoché la tête. « C'est vrai. Et c'est le plus difficile. Mais c'est aussi le plus libérateur. Nous sommes restés là encore un moment. Puis je suis partie. Mais ces mots sont restés avec moi. Il faut lâcher prise. En rentrant à Paris, j'ai reçu un message d'Arsène. « Maman, j'ai pensé à toi aujourd'hui. J'espère que ton voyage se passe bien. Je t'aime. » J'ai souri. J'ai répondu « Merci mon chéri. Tout va bien. Je rentre dans 2 jours. » Et j'ai compris quelque chose. Arsène faisait des efforts. Vraiment. Mais ces efforts, ce n'était plus pour me reconquérir. C'était pour se racheter, pour devenir meilleur. Et ça, c'était différent. Parce que quand on fait quelque chose pour soi, pour devenir une meilleure personne, c'est durable. Mais quand on fait quelque chose juste pour plaire à quelqu'un, ça s'arrête dès qu'on n'a plus besoin de plaire. 2 jours plus tard, je suis rentrée à Paris. Arsène m'attendait à l'aéroport, avec des fleurs, des roses blanches, mes préférées. Il m'a embrassée. « Bienvenue à la maison, maman. »« Merci, mon chéri. » Il a pris ma valise. Nous sommes allés à la voiture. Dans la voiture, il a dit « Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Est-ce que tu as réfléchi à nous, à notre relation ?» J'ai regardé par la fenêtre. Paris défilait, familier, beau. Oui, j'ai réfléchi. Et j'ai décidé de te laisser une chance, une vraie chance. Pas parce que tu es mon fils, mais parce que je crois que tu peux changer, que tu veux changer, et que tu mérites cette chance. Il a souri, les larmes aux yeux. Merci maman, merci de me faire confiance. Mais Arsène, écoute-moi bien. Si tu me déçois encore, si tu recommences, si tu me remets de côté, alors ce sera fini, définitivement. Et cette fois, je ne reviendrai pas. Je comprends, et je te promets, ça n'arrivera plus. Ne me promets pas, montre-le-moi, je vais le faire. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé mon alliance. Elle brillait doucement à la lumière. Et j'ai murmuré, « Laurent, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Quelque chose que tu aurais aimé. Je me suis choisie. Pour la première fois. Je me suis mise en priorité. Pas Arsène, pas l'entreprise. Moi, et ça fait du bien. Ça fait tellement du bien. J'ai tourné mon alliance autour de mon doigt. Et j'ai compris. Ce geste que je faisais depuis 15 ans. Ce n'était plus un geste de douleur ou de manque. C'était un geste de force, de connexion, de promesse tenue. La vie continuait. Arsène appelait, venait me voir, régulièrement. Mais maintenant c'était différent. Je ne l'attendais plus. Je ne retenais plus mon souffle. Je vivais, pour moi. Et si Arsène était là, tant mieux. S'il n'était pas là, ce n'était pas grave. Parce que j'avais appris quelque chose d'essentiel. On ne peut pas vivre pour les autres. On ne peut pas construire son bonheur sur l'amour de quelqu'un d'autre. On doit le construire en soi, par soi, pour soi. Et ensuite, on peut partager, mais pas avant. Un jour, j'ai reçu un appel de Madeleine. J'ai hésité avant de répondre. Puis j'ai décroché. « Oui, Axel, c'est Madeleine. Bonjour Madeleine. Je voulais vous parler, si vous avez un moment. Je vous écoute. Je voulais m'excuser. Vraiment. Pour tout. Pour vous avoir mise de côté. Pour avoir pris votre place. Pour ne pas avoir vu qui vous étiez vraiment. J'ai fermé les yeux. Madeleine, vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez fait ce que vous pensiez être bien. Pour votre fille. Pour Arsène. Je ne vous en veux pas. Mais j'aurais dû voir. J'aurais dû comprendre que vous souffriez. Peut-être, mais maintenant c'est fait. Et on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce qu'on peut repartir sur de nouvelles bases? Vous et moi? J'ai réfléchi. Je ne sais pas, Madeleine. Honnêtement, je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Pas maintenant. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Je comprends. Mais je vous remercie pour cet appel. Ça demande du courage. Merci, Axel. Elle a raccroché. Et moi, je suis restée là, le téléphone à la main. Et j'ai pensé, peut-être qu'elle aussi? Elle apprend. 6 mois après ce dîner, j'ai reçu un appel de Jacques Leroy. Sa voix était grave, inhabituelle.
Madame Grimaud, j'ai quelque chose à vous dire. À propos de Madeleine, que se passe-t-il? Elle a eu des problèmes financiers. Le mari de Madeleine a fait de mauvais investissements. Ils ont tout perdu, ou presque. J'ai fermé les yeux. Quand? Il y a 3 mois. Mais ils ont essayé de cacher. Maintenant, ils ne peuvent plus. Ils vendent leur maison, leur villa en Toscane. Tout. Et Claire? Claire l'a appris il y a 2 semaines. Elle est dévastée. Arsène aussi. Pourquoi me dites-vous ça, Jacques? Parce que Madeleine a demandé à voir Arsène, pour lui demander de l'aide financière. J'ai compris. Le soir même, Arsène m'a appelé. Maman, il faut qu'on parle. Je sais. Jacques m'a dit. Alors tu sais, pour Madeleine. Oui, elle m'a demandé de l'argent. Beaucoup d'argent. Pour rembourser les dettes, pour ne pas perdre tout. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que je devais réfléchir, que je devais te parler. Pourquoi? Parce que cet argent, il vient de toi, de l'héritage de papa, de l'entreprise. Je ne peux pas décider seule. J'ai souri. Tu as bien fait. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai réfléchi longuement, puis j'ai dit, c'est à toi de décider, Arsène. C'est ton argent, ta vie, ta belle famille. Mais qu'est-ce que toi tu ferais? Moi, je ne ferais rien. Il y a eu un silence. Rien? Non, parce que Madeleine a passé des années à se croire supérieure, à nous regarder de haut, à penser qu'elle avait tout compris. Et maintenant, elle réalise que l'argent, ça va, ça vient, que les apparences ne protègent de rien, que la vraie richesse, ce n'est pas l'or, c'est la dignité, le respect, l'amour. Alors, je ne devrais pas l'aider? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que moi, je ne le ferais pas. Mais toi, tu es différent. Tu as un cœur. Tu aimes Claire. Tu aimes sa famille. Alors si tu veux les aider, aide-les. Mais ne le fais pas par culpabilité. Ne le fais pas parce que Madeleine t'a ouvert des portes. Fais-le parce que c'est qui tu es. Arsène a respiré profondément. Merci, maman. Et Arsène? Oui, si tu décides de les aider, fais-le intelligemment. Pas en leur donnant tout, mais en les aidant à se reconstruire, par eux-mêmes, comme papa l'a fait avec moi. Exactement. 2 semaines plus tard, Arsène m'a invité à déjeuner. Maman, j'ai décidé. J'ai aidé Madeleine, mais pas comme elle le voulait. Comment alors? Je lui ai prêté de l'argent. Pas donné. Prêté. Avec un contrat. Un remboursement sur 5 ans. Et je lui ai trouvé un travail, à travers mes contacts. Un poste de consultante en communication. Elle a accepté. Au début, elle était choquée. Elle pensait que j'allais tout payer, que c'était normal. Mais j'ai tenu bon. Et finalement, elle a accepté. Elle a même dit merci. J'ai souri. Tu as bien fait? Tu sais ce qui est étrange? Quoi? Elle m'a regardé différemment. Comme si elle me voyait pour la première fois. Pas comme le fils de Claire. Pas comme quelqu'un à impressionner. Mais comme quelqu'un de fort. Parce que tu es fort, Arsène. Quand tu choisis de l'être. 1 mois plus tard, j'ai croisé Madeleine. Par hasard. Dans une rue. Boulevard Saint-Germain. Elle marchait seule. Sans chauffeur. Sans luxe. Juste une femme de 65 ans. Élégante malgré tout. Mais différente. Plus humble. Plus vraie. Elle m'a vue. Elle a hésité. Puis elle s'est approchée. Axel. Bonjour Madeleine. Je voulais vous remercier. Pour Arsène. Pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas moi. C'est lui. Je sais, mais je sais aussi qu'il vous écoute. Qu'il vous respecte. Et je pense que c'est vous qui lui avez appris à être comme ça. J'ai touché mon alliance. Non. C'est son père. Elle a souri tristement. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Ces derniers mois. Quoi donc? Que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai traité les gens avec condescendance. J'ai cru que j'étais meilleure. Et maintenant, je suis celle qui demande de l'aide. Ce n'est pas une punition, Madeleine. C'est une leçon. Vous avez raison. Elle a hésité. Puis elle a dit, « Axel, est-ce que vous pouvez me pardonner ?» J'ai réfléchi. Puis j'ai dit, « Oui, je vous pardonne, parce que la vie vous a déjà fait comprendre. Et parce que je ne veux plus porter cette colère. » Elle a pleuré, doucement. « Merci. » Elle est partie. Et moi, je suis restée là, sur ce trottoir, en regardant Paris. Et j'ai pensé, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? 1 an après ce dîner, je me suis réveillée un matin avec une certitude étrange, une certitude paisible, celle qu'on ressent quand un cycle se termine. Quand une page se tourne, quand on comprend enfin que tout ce qui devait arriver est arrivé, et que maintenant, on peut respirer. Je me suis levée,
J'ai préparé mon café, je me suis installée sur le balcon, le soleil se levait sur Paris, doucement, comme une promesse. J'ai regardé mon alliance, elle brillait, comme toujours. Mais ce matin-là, je l'ai regardée différemment, pas comme un symbole de douleur ou de manque, mais comme un symbole de victoire, parce que j'avais tenu ma promesse, celle que j'avais faite à Laurent. Je ne me laisserai jamais diminuer. Et je ne l'avais pas fait. J'avais lutté, souffert, douté, mais je ne m'étais jamais abandonné. Arsène venait me voir toutes les semaines maintenant, pas par obligation, mais par choix. Il m'appelait, me racontait sa vie, ses projets, ses doutes. Il me demandait conseil sur l'entreprise, sur la vie, sur lui-même. Et moi, je l'écoutais, vraiment. Parce que maintenant, je n'avais plus peur. Peur qu'il s'éloigne, peur qu'il m'oublie, peur de souffrir. Non, j'étais libre, libre d'aimer sans attente, libre de donner sans me perdre. Un dimanche, Arsène m'a invité chez lui, pour un déjeuner, en famille. Claire avait cuisiné, Madeleine n'était pas là, juste nous trois. Pendant le repas, Arsène a dit « Maman, il y a quelque chose que je veux te dire. »« Oui, mon chéri, je voulais te remercier, pour tout, pour m'avoir élevé, protégé, aimé, même quand je ne le méritais pas, même quand je t'ai rejeté. Tu es resté là, et ça m'a sauvé. » J'ai souri. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Arsène. C'est ce que font les mères. » Non, toutes les mères ne font pas ça. Toutes les mères n'auraient pas eu ta force, ta dignité, ton amour. Claire a pris ma main. « Axel, vous êtes une femme exceptionnelle, et je suis fière de vous avoir comme belle-mère. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Parce que pendant longtemps, j'avais pensé que je n'étais pas assez élégante, pas assez cultivée, pas assez bien. Et maintenant, j'entendais ces mots. Exceptionnel. Après le déjeuner, Arsène et moi sommes sortis sur le balcon. Il faisait beau. Le ciel était bleu. Paris brillait sous le soleil. « Maman, est-ce que tu es heureuse ?»« Oui, Arsène, je suis heureuse. Vraiment, vraiment. Même après tout ce qui s'est passé, surtout après tout ce qui s'est passé. Parce que j'ai appris quelque chose d'essentiel. Quoi ? Que le bonheur ne dépend pas des autres. Il dépend de soi, de ses choix, de sa capacité à se respecter, à se défendre, à s'aimer. » Il a hoché la tête. « Tu as raison. Et moi aussi, j'ai appris quelque chose. » « Quoi donc ? Que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas les apparences, c'est l'amour, le respect, la reconnaissance. Et je suis désolée d'avoir mis tant de temps à le comprendre. Ce n'est pas grave, mon chéri. L'important, c'est que tu l'aies compris. » Il m'a embrassée. « Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. » En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. À ce dîner, à cette révélation, à cette confrontation, à la douleur, à la colère, au pardon. Et j'ai compris quelque chose. Tout cela devait arriver, pour qu'Arsène grandisse, pour que je me retrouve, pour que notre relation devienne vraie. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite, d'Arsène. Je l'ai ouverte, lentement, et j'ai lu. « Chère maman, je t'écris cette lettre parce qu'il y a des choses que je ne sais pas dire de vive voix, des choses que j'ai besoin de poser sur le papier, pour qu'elles restent, pour que tu saches. Pendant des années, j'ai cru que réussir, c'était impressionner les autres, avoir un beau costume, un beau titre, de belles relations. Et dans cette course, je t'ai oublié. Je t'ai mise de côté, je t'ai cachée, parce que tu ne correspondais pas à l'image que je voulais donner. Mais ce soir-là, quand tu es descendu, quand tu as révélé qui tu étais vraiment, tout s'est effondré. Pas ma carrière, pas ma vie, mais l'image que j'avais de moi. J'ai compris que j'étais un imposteur, que tout ce que j'avais, je te le devais, et que je t'avais traité comme si tu ne valais rien. Cette prise de conscience a été terrible, mais nécessaire, parce que maintenant je vois clair. Je sais qui tu es. Une femme forte, digne, généreuse, qui a tout donné sans rien demander en retour. Je sais qui je veux être. Un homme qui te respecte, qui t'honore, qui te rend fier. Et je sais ce que je veux construire. Une relation vraie avec toi, pas basée sur l'obligation, mais sur l'amour, le respect, la reconnaissance. Merci maman, pour tout, pour ne jamais avoir abandonné, pour avoir eu le courage de me confronter, pour m'avoir donné une seconde chance. Je t'aime, Arsène. J'ai pleuré en lisant cette lettre, des larmes de joie, de soulagement, de paix, parce que je savais maintenant, je savais qu'Arsène avait vraiment compris, que notre relation avait changé, qu'elle était devenue vraie. J'ai gardé cette lettre, je l'ai rangée dans une boîte, avec d'autres souvenirs, des photos, des lettres de Laurent,
des objets précieux, et je me suis dit, c'est ça, l'héritage. Pas l'argent, pas l'entreprise, mais ces moments, ces lettres, ces prises de conscience, ces transformations qui font qu'on devient meilleur. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Je vis seul, boulevard Raspail. Je voyage, je lis, je vois mes amis, je vois Arsène, régulièrement, mais pas trop, juste assez, parce que j'ai appris à doser, à aimer sans me perdre, à donner sans m'épuiser. Parfois, le soir, je sors sur le balcon, je regarde Paris, les lumières, les étoiles, je touche mon alliance, et je parle à Laurent. Je lui raconte ma journée, mes joies, mes doutes, et je sais qu'il m'écoute, quelque part. Ce soir, je lui ai dit, Laurent, tu avais raison, sur tout, sur Arsène, sur moi, sur la vie. Tu m'as demandé de ne jamais me laisser diminuer, et j'ai tenu ma promesse. Tu m'as demandé de laisser Arsène devenir un homme, et je l'ai fait. Maintenant, il est un homme, un vrai, qui respecte sa mère, qui comprend la valeur des choses, qui sait ce qui compte vraiment. Et moi, je suis libre. Libre d'aimer, de vivre, d'être. Merci mon amour, pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu m'as appris. Je continuerai à vivre, à aimer, à honorer ton souvenir, jusqu'au jour où je te rejoindrai. Et ce jour-là, je te raconterai tout, chaque détail, chaque victoire, chaque leçon. Mais pour l'instant, je vis, pour moi, pour Arsène, pour toi. Je t'aime, toujours. Le vent a soufflé doucement, comme une réponse, et j'ai souri, parce que je savais. Je savais que Laurent était fier de moi, que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais tenu ma promesse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.